Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Nurea TV. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce cinquième et dernier volet de notre série de cours consacrée à la femme dans l'ésotérisme, toujours en compagnie de notre cher Michel Desailles que j'ai grand plaisir à accueillir sur notre antenne. Bonjour Michel, sois le bienvenu parmi nous. Eh bien, bonjour Guillaume, merci une nouvelle fois de m'inviter pour la cinquième fois sur ce sujet passionnant, bien entendu, sur la femme dans l'ésotérisme. Bonjour à tous les Nuréens et Nuréennes qui m'écoutent. Bienvenue à tous les chercheurs de vérité, de lumière et d'amour, comme je le dis toujours. Et là, il y a cette quête, cette recherche, toujours, dans le domaine ésotérique, et de savoir comment, dans ce domaine-là, on a traité les femmes. Malheureusement, peut-être pas mieux que dans la société courante. Ce qui est un peu surprenant pour des initiés, en général presque toujours masculin, il faut bien le dire. Donc là, on va traiter le dernier volet, la dernière partie, la femme au tournant de l'ère des poissons et l'ère du Verseau, puisqu'on est dans le changement d'ère. Fin de l'ère du poisson, c'est en train de finir. Nouvelle ère du Verseau. Et donc, on va voir plusieurs parties. En gros, ça va du XVIIIe siècle, de la Révolution, de philosophie des Lumières, Révolution, jusqu'à aujourd'hui. Donc, on va voir un petit peu ce qui s'est passé au XVIIIe siècle avec la philosophie des Lumières et la Révolution, tout le XIXe siècle, le XXe siècle, avec tous les mouvements féministes, bien sûr, une partie ésotérique. Et alors, si ça peut surprendre qu'il y a le mouvement de libération de la femme ou les revendications des femmes dans ce sujet, c'est quelquefois c'est lié à l'ésotérisme. Bon, c'est-à-dire, déjà, il y a l'état de la société, donc on a un changement d'état du monde, donc ça joue, même si les femmes dont on va parler ne sont pas tous, disons, branchées sur les choses occultes et ésotériques. Et puis alors, comme on a un changement d'air et qu'on prépare l'ère nouvelle, il est bien certain que tout est lié, bien sûr, au sujet, et tout va ensemble. C'est-à-dire la condition de la femme, son sort ou son mauvais sort, l'initiation et le changement de monde. Voilà autour de quoi ça va tourner. Donc la femme dans l'ésotérisme et sa place dans la société sont deux thématiques qui se rejoignent et qui ne vont pas l'une sans l'autre. Oui, oui, bien sûr. Surtout quand certaines sociétés spirituelles veulent avoir une influence sur la société profane. Donc les membres de ces groupes-là font quelque chose d'actif, en réel, comme on pourra voir dans certains domaines. C'est ce qu'on verra pendant le... Alors, je préviens quand même l'aimable public qu'il y a des photos qui sont surprenantes, mais ça fait partie de différentes images de la femme à notre époque. Alors, pas toujours de l'ultra positive, mais bon... On ne peut pas faire l'impasse sur ces représentations-là non plus. Voilà, sur certains thèmes, bien entendu, parce que, comme on sait, la femme est toujours un petit peu sorcière quelque part. Peut-être aussi à notre époque, d'ailleurs, des sorcières, il y en a encore. Il y a un ordre des sorcières. Alors, donc, oui, officiel. Donc, donc, on n'a pas abandonné la chose. Alors voilà, ça va tourner autour de tous ces thèmes. On va en revoir quelques-uns qu'on avait déjà vus parce qu'on revient à certaines choses anciennes. On va reparler du patriarcat, du matriarcat, d'androgyna, etc. À la fin. On va refaire la fin liée avec le début. Et la boucle sera bouclée. Et comme ça, on fait un anneau, le serpent se mord la queue, comme on dit dans la doctrine des cycles. Il y a quand même une notion de cycle. Et voilà, on va donc commencer. On commence par le XVIIIe siècle. Donc, vous vous rappelez que la dernière fois, mis à part la leçon très spéciale sur les rites sexuels dans l'éveil de la spiritualité, la fameuse Kundalini, le reste était plutôt historique. On est parti des déesses mères jusqu'à la fin du Moyen-Âge, où quand le Moyen-Âge s'est terminé, on a mis fin aussi au cycle du Graal, au conte de fées, à la mort courtois et à tout le reste. Alors, on est passé une époque dite moderne, la Renaissance, où, mis à part les très beaux portraits de dames pendant la Renaissance, la femme n'a pas eu beaucoup plus de droits qu'au Moyen-Âge. Et donc là, on va se brancher sur le XVIIIe siècle, où il y a eu des nouveautés. Donc, pour rappeler
un petit peu de choses historiques pour le XVIIIe siècle, c'est le siècle de la philosophie des Lumières. Donc c'est le progrès, c'est comment le changement de société, c'est la philosophie. Alors on a Diderot, Voltaire, Rousseau, Montesquieu, tous les philosophes qu'on étudie à l'école, hein, qui ont amené la philosophie des Lumières, qui est liée au nouveau droit, la volonté de changer le système politique, de la monarchie absolue devenue totalement insupportable, etc. Avec quand même aussi un progrès économique, puisqu'au XVIIIe siècle, par rapport au XVIe, XVIIe, c'est quand même un petit peu mieux le niveau de vie et situation économique et sociale. Alors, on est presque en train de commencer la révolution industrielle, hein, qui aura surtout lieu au XIXe siècle. Bon, en gros, elle a commencé à la fin du XVIIIe. Alors, d'un point de vue culturel et ésotérique, ce qui nous concerne, hein, qu'est-ce qu'il y a dans ces périodes-là? Eh bien, il y a ce qu'on appelle les salons littéraires, et il y a des nouveaux mouvements ésotériques. Hein. Alors, c'est très connu, les salons littéraires, les belles madames de l'aristocratie ou de très grandes bourgeoises, eh bien, comme on dit, tenaient salon. Donc, elles réunissaient dans leur salon, sans doute très spacieux, eh bien, ce qu'on appelle le gratin intellectuel. Hein, c'est-à-dire un philosophe, un écrivain, ou plusieurs, hein, un scientifique de l'époque, et puis, un spécialiste de sciences occultes, un spécialiste de l'astrologie, des cartes, etc., etc. Alors c'est dans ce contexte-là que le fameux Mesmer, avec son électromagnétisme, a eu un succès fou. Il pensait que le corps donc dégageait un courant électrique, qu'on pouvait le faire passer d'un corps à l'autre. Ça se faisait par le moyen de l'eau, qui était un transmetteur, bien entendu, de l'électricité. Donc il y a le fameux baquet de Mesmer qui faisait que les dames se mettaient les pieds dans les baquets avec de l'eau, se tenaient par la main, et on générait un circuit électrique. Alors ça fait beaucoup jaser parce que ça faisait un petit peu rigolo, mais en même temps, scientifiquement, c'était plus ou moins prouvé. Même Louis XVI s'intéressait à ce sujet. Et il a voulu une démonstration à Versailles, et il a voulu qu'on fasse des expériences, etc. Donc c'était pas si farfelu que ça, sauf que, j'allais dire, le comité rationello-catholico, machin, bon, c'est de la magie, c'est de la folie, c'est un charlatan, bon, mais c'est pour vous donner le contexte. Alors, on pouvait inviter Mesmer, on pouvait inviter le fameux Cagliostro, on pouvait inviter l'évêque machin, parce que l'évêque machin était un petit peu dissident par rapport à l'Église, on invitait le grand philosophe Trockmusch, l'écrivain Pierre-Paul Jacques, alors tous les personnes de l'aristocratie qui se voulaient dans les idées nouvelles, qui étaient pour l'indépendance des Américains, qui étaient pour réformer la monarchie absolue, et ça grouillait de tout un tas d'idées de toutes sortes nouvelles. Et ça faisait aussi un petit peu réseau, parce que celui qui était membre de telle société, l'écrivain était très connu dans un cercle d'écrivains, mais se retrouvait au salon de Madame de Chine, et puis là on rencontrait un tel qui était membre de telle société dite secrète. Alors, parmi les sociétés secrètes, il y en a une nouvelle que tout le monde connaît très bien, qui est la franc-maçonnerie. Donc, la franc-maçonnerie, elle, dit qu'elle a ses racines très anciennes, ça remonte à l'Égypte, même plus loin encore. Hein. Ça remonte au temple de Salomon, etc. Ça remonte aux compagnons bâtisseurs du Moyen-Âge. En gros, la franc-maçonnerie serait héritière de tous ces mouvements. Mais la franc-maçonnerie officielle, avec une organisation, une loge, une grande loge nationale de Cécile, une grande loge nationale de Saint-Laurent, un Grand Orient et tout ce qui s'ensuit, c'est le XVIIIe siècle. Donc ça a commencé en fait en Angleterre en 1717. Donc ce qu'on pourra appeler la franc-maçonnerie moderne, en gros, c'est le XVIIIe siècle. Après, les loges ont essaimé en France, ça s'est divisé, il y a une partie pro-anglaise, anti-anglaise, etc., etc. Et donc, parallèlement à ça, il y a eu un courant qu'on appelle martiniste, c'est-à-dire un des grands initiés d'époque, c'était Martinez de Pascalie. Et Martinez de Pascalie a un disciple qui s'appelle Louis-Claude de Saint-Martin, donc, qui sont liés, hein, puis leurs disciples. Bon, qui faisait à la fois des choses concernant l'astrologie, le spiritisme, les sciences occultes, etc., la Kabbale, tout synthétisé. Donc c'est un machin très fort, hein, très élevé un peu comme pratique et comme connaissance. Donc c'est pour ça qu'on les a appelés soit martinésistes, disciples de Martinez de Pascalie, soit martinistes,
disciple de Louis-Claude de Saint-Martin, donc c'est le XVIIIe siècle, hein, et donc après globalement l'appellation martiniste. Hein. Donc il y a un groupe particulier qui s'appelle l'Ordre des élus Cohens, dont on va parler après. Donc il y a ce contexte-là. Alors si on ajoute un peu de philosophie des Lumières, les idées à la mode, les écrivains, les déjà révolutionnaires, un petit peu comme Rousseau, etc., plus un contexte sciences occultes, maçonnerie, etc., bon, on a l'ambiance du XVIIIe siècle. On pense que c'est ce bouillonnement qui va amener le changement de mentalité qui amènera la révolution. Donc c'est pas rien du tout comme contexte. Alors bien sûr, vu qu'on est dans le sujet sur la femme, quel est le rôle de la femme là-dedans? Bien sûr. Eh bien très faible. Eh bien très faible, à part ces belles madames qui tenaient salon et qui recevaient, et qui avaient quand même une influence particulière, hein, parce qu'en choisissant les invités, puis en contactant la copine machine, la madame Muntel, la princesse truc et X qui va à Versailles, on faisait quand même ce qu'on appellerait aujourd'hui un réseau d'influence. Alors bien sûr, la question qui se pose, mais est-ce qu'il y avait des francs-maçons dans cette fameuse... Bonne question. Eh bien au début, pas du tout. Pas du tout, parce que la franc-maçonnerie est essentiellement masculine. Quelle surprise. Ça vient des loges anglaises, misogynes comme c'est pas possible. Seul l'homme a le droit à l'initiation. Alors après, comme le mouvement s'est essaimé aux Pays-Bas, en France, ça avait un caractère un peu plus culturel, un peu plus mondain que l'ésotérique secret en Grande-Bretagne. Hein, parce que nous, quand on va dire vous appartenez à la franc-maçonnerie du XVIIIe siècle, on a l'impression que c'est une sorte de lieu de conversation et d'échange d'idées à la mode. Parce que derrière, il y a une initiation, un rituel, un ésotérisme, des connaissances, etc. Chez nous, on a pris ça un petit peu à la légère, quoi. Ça paraissait plus anecdotique qu'en Allemagne, c'est très profond, avec un projet, c'est issu du protestantisme, enfin, je vous passe les détails. Et alors, bien sûr, ces dames, on en discutait, parce que comme la franc-maçonnerie existait, comme les maris en étaient, comme les hommes qui connaissaient en étaient, des grands écrivains en étaient, bon, après le fameux Condorcet, Voltaire, tout ça, bon, était de la franc-maçonnerie. Donc forcément, ça venait aux oreilles que ça existait, pour dire, les dames disaient, ben, pourquoi on n'y est pas? Alors les francs-maçons ont créé ce qu'on appelle les loges d'adoption. Qu'est-ce que c'est que les loges d'adoption? Ce sont des sortes de loges annexes pour les femmes. Donc on initiait bien les femmes avec un rituel simplifié. Elles étaient francs-maçonnes, mais n'étaient pas mélangées, elles n'étaient pas dans des loges qu'on pourrait appeler mixtes. Après, plus tard, au XIXe siècle, il y aura la fameuse loge mixte, hommes et femmes, frères et sœurs, etc. Il y aura même une grande loge féminine, ou alors pas au XVIIIe siècle. Hein. Donc dans ces loges d'adoption, ça a été de bon ton à ce que toutes les dames de l'aristocratie en fassent partie. Ou des madames de milieu très élevé. Donc on va retrouver des personnes qui vont être assez connues comme Olympe de Gouges, bon, d'autres princesses un peu moins connues, et la fameuse princesse de Lamballe. Donc la princesse de Lamballe est très connue dans ce domaine-là comme grande maîtresse des loges d'adoption. C'est-à-dire elle serait la grande maîtresse française de toutes les loges d'adoption féminines. Donc c'est pas rien comme personnage, même si on dit que ces loges d'adoption, vous savez, ils sont loin d'avoir une initiation véritable. Leur initiation compte pas, bon, c'est un petit peu artificiel. Mais comme cette dame était aussi surintendante du château de Versailles, c'est-à-dire elle s'occupait de la gestion du quotidien au château. Donc avait accès aux commandes de nourriture, etc., aux femmes de ménage, aux comptes, aux factures et tout ce qui s'ensuit, et est devenue confidente de la reine Marie-Antoinette et son amie personnelle. Bon, et certains disent sa maîtresse. Bon, ça un petit peu à part. Donc c'est quelqu'un de très important. Donc elle était connue pour tous ces domaines-là, mais c'est beaucoup plus intéressé à son rôle de franc-maçonne qu'à l'intendance du château de Versailles. Visiblement, ça le rongeait pas beaucoup. Ça faisait bien parce qu'elle était logée au château, puis elle avait les contacts, comme on dit, mais bon, visiblement, elle était plus passionnée par la franc-maçonnerie. Bon, les autres se moquent un peu d'elle, même Marie-Antoinette. Hein. Parce que quand elle a écrit à Marie-Antoinette qu'elle avait été initiée et que le rituel s'était passé comme ça, la reine lui a répondu « j'ai beaucoup ri ». Donc en fait, ici, la reine n'avait fait rire. Bon, donc ce qui veut dire qu'on ne prenait pas trop ces loges féminines au sérieux. Hein? Bon, donc, moi je pense qu'ils ont eu une influence quand même, parce que c'est quand même des centaines de personnes,
c'est quand même des centaines de personnes qui allaient dans les salons ou qui en tenaient, et que visiblement le bouche-oreille a quand même fait circuler tout un tas d'idées, surtout comme cette dame qui avait un emploi à Versailles. Bon, on était quand même dans le secret de la famille royale, hein, quelque part. Bon, à un moment, elle était très très amie avec le duc d'Orléans, qui dirigeait une officine quasiment insurrectionnelle dans Paris, contre le roi lui-même, son cousin. Bon, un truc, ce fameux quartier du Palais Royal où il partit la première manif pour aller à la Bastille. Enfin, je ne dis pas le truc. Bon, à un moment, elle était très proche de ce personnage-là. Bon, à un moment d'un autre grand chef futur révolutionnaire. Alors, il y a quand même deux exceptions dans cette histoire, dans la mixité des dames en initiation. C'est qu'il y a le fameux Cagliostro. Le fameux Cagliostro dirigeait une branche maçonnique particulière qu'on appelle de rite égyptien, donc une franc-maçonnerie égyptienne, et lui, il avait voulu que ce soit mixte. Mais alors, dans la mixité, il avait initié sa propre femme et quelques belles madames qu'il connaissait, donc il y avait une quinzaine de grandes adeptes, mais en gros on se demande si c'est ses amis ou si c'est vraiment des initiés, et puis bon, le fait que la grande maîtresse soit sa femme, ben bon, ça fait un petit peu artificiel, et on s'est demandé quel pouvoir ils avaient vraiment, parce que ces dames se sont empressées dans tous les salons d'avoir dit qu'elles étaient initiées, et là, bon, en dehors des fameuses loges d'adoption dont je viens de parler. Et puis alors, il y a le fameux Martinez de Pascali et son disciple Louis-Claude de Saint-Martin qui ont créé une branche maçonnique dissidente aussi, qu'on appelle l'ordre des élus Cohens. Les Cohens sont les grands prêtres du temps d'Israël ancien. Un Cohen, c'est un grand prêtre, donc c'est l'ordre des grands prêtres. Et eux ont voulu que ce soit mixte. Alors on dit qu'ils ont initié les femmes. Alors, quand ils disent qu'ils ont initié des femmes, et qu'à la Grande Loge de Toulouse, de Bordeaux, de Lyon, enfin, la grande ville de l'époque où il y avait des maisons, ce qu'on appelait des maisons, ça correspond à des loges, il y avait des femmes initiées. Mais on ne sait pas jusqu'à quel niveau. C'est-à-dire si elles avaient vraiment des très très hauts grades. Donc là, on les initiait non pas dans ce qu'on pourrait dire des organismes à part, mais vraiment dans l'organisme principal, mais jusqu'où? Bon, mais le fameux Martinez de Pascali avait étudié pendant des années tout un tas de statuts et de rituels pour initier les femmes. Bon, ce qui est quand même très très intéressant, vu l'époque, et vu tous les autres ordres qui étaient quasiment à 100% masculins. Hein? Bon, donc on a un contexte un peu particulier, les femmes essaient de participer à quelque chose, mais ça va pas loin. Hein? Alors bon, forcément on a toujours l'idée en ésotérisme, surtout cette époque-là, hein, ça a changé aujourd'hui, à cette époque-là, est-ce que la femme a le droit à l'initiation? Et puis après on s'est dit, voilà, alors là on était très réservé. Après on s'est dit, est-ce que l'homme a seul droit à l'initiation? Parce que le principe masculin, remarquez au passage que dans la franc-maçonnerie, dans l'ésotérisme de l'époque, le pôle féminin était quasiment nié aussi, quoi. Il n'y a rien qu'un pôle sur deux. Si on dit qu'il y a que les hommes qui sont capables de l'initiation, il faut initier qu'un pôle sur deux. Bon, l'autre fait de la figuration, quoi. Bon, donc c'est très particulier. Alors on a toujours le fameux cycle Soleil-Lune pour expliquer. Si on a une position héliocentrique, on va dire c'est le Soleil, donc l'homme qui domine. C'est-à-dire que le Soleil est sort de l'univers, la planète avec la Lune, la planète Terre avec la Lune qui tourne autour, eh bien, elle est satellite du Soleil. Et donc le Soleil qui symbolise l'esprit en ésotérisme est prédominant, et la Terre et la Lune qui symbolisent la partie matière, la Lune c'est le psychique, la Terre c'est la matière, c'est pour le féminin. Donc on dit que le Soleil est dominant, l'homme est prioritaire. Dans la Bible d'ailleurs, Ève est sortie de la côte d'Adam, donc Adam est l'aîné, c'est toujours l'aîné qui domine. Donc l'homme conserve le commandement parce qu'il appartient au monde de l'esprit, et puis la femme est numéro 2 ou suit ou n'a droit à rien parce que elle est le reste. Bon, maintenant si on se place dans un système géocentrique où vous avez toujours le Soleil, la Lune et la Terre, si on se place dans le géocentrique, c'est sur Terre. Eh bien, la Terre, eh bien, vous voyez la Lune tourner autour de la Terre avec ses différentes phases, et c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre, qui se lève et qui se couche, etc. Là, vous vous dites, qu'est-ce qui prédomine la Terre? En deux, la Lune, la psychique, c'est féminin.
c'est, en gros, Terre et Lune, c'est matière et psychique, et alors l'esprit, lui, il est loin, il tourne autour. Bon, alors selon l'endroit où on se plaçait, on pouvait dire on donne plus ou moins de pouvoir à la femme, elle a droit à l'initiation, pas le droit à l'initiation, etc. Oui, jusqu'où ça, les gars. Et alors le fameux Louis-Claude de Saint-Martin, eh ben, dans sa vie privée, était quand même assez réservé vis-à-vis des femmes. Bon, puisqu'il a un écrit où il dit ceci, les femmes doivent avoir la tête couverte dans les lieux saints pour marque de leur intimité et de leur souillure. Ah bah c'est sympa ça. Alors, alors, le même qui disait qu'il fallait quand même initier les femmes. Alors, on pense qu'ils sont restés très dans une optique catho, qu'ils sont très restés dans Ève, qu'ils sont très restés le péché originel, qu'ils sont très restés, la faute vient d'Ève, quoi. En gros. Bon, un peu comme idée, quoi. Bon, voilà. Alors, on en a été là au XVIIIe siècle jusqu'à la Révolution. Alors, en fait, le problème de fond, c'est plutôt un aspect culturel. C'est-à-dire, en fait, ce que la femme a le droit de savoir. Bon, ben là, c'est pas si sûr que ça. Je pense que tout le monde qui a suivi les exposés précédents se souvient du massacre d'Hypatie. Bon, la femme qui a enseigné l'astronomie en Égypte, à Alexandrie, comment elle a été massacrée parce qu'elle faisait de l'enseignement, ben là, on est resté que la femme, elle ne doit pas être trop patélo, trop cultivée. Alors, ces salons littéraires, si c'est pour boire un coup puis faire blabla, bon, ben ça va. Si on se prétend avec des connaissances et vouloir avoir une influence sur la société, c'est on parle de pouvoir des hommes, c'est nettement plus embêtant. Donc il y avait une très grande réserve vis-à-vis de la culture pour les femmes. Mais tous ces aristocrates savaient lire, lisaient les livres de l'époque, lisaient les romans, contactaient justement les écrivains, les intellectuels, et tout ce qui s'ensuit. Donc on ne pouvait pas les priver du rôle qu'elles jouaient. Mais bon, c'était très débattu. On sait bien, si on a encore quelques connaissances des cours de français à l'école, le Molière dont on vante toujours les pièces, quand même les pièces, les précieuses ridicules et les femmes savantes, dans le texte, a ridiculisé les femmes qui prétendaient être femmes savantes et qui tenaient salon. Les titres donnent même tout de suite précieuses ridicules. Là, ça, un bel madame qui explique de ceci, qui explique de cela, alors de sciences occultes, alors là, bon, c'est encore plus extraordinaire. Et donc les femmes savantes voulaient tout dire. En gros, dans le texte, c'est pas une louange des femmes savantes, hein, ça les ridiculise un petit peu quand même. Bon, d'ailleurs, Molière, bon, les femmes les mettait un petit peu sur la marge. Alors ça a continué tout le 19e siècle. Bon, on se rappelle qu'au Moyen-Âge, les théologiens ont essayé de prouver que la femme n'avait pas d'âme. Bon, la femme a-t-elle une âme? On se posait la question. Hein. Enfin, on a cherché dans la Bible s'il y avait une réponse. Hein. Et puis on a finalement trouvé qu'elle devait avoir une âme. Alors, au XIXe siècle, la question ne se pose plus, mais on se pose la question de l'intelligence. Est-ce que la femme est aussi intelligente que l'homme? Et alors, quand la femme est intellectuelle, qu'elle est savante au sens propre, là, elle a des connaissances, elle fait des études, etc., elle écrit des livres, alors là, elle se pose un énorme problème. Et alors, vous allez me dire, mais là, on a une preuve. La dame discute avec un philosophe, elle est aussi forte que lui. La dame écrit un livre, il est très bon. Ben, dire, ben, elle a une capacité intellectuelle sur femme. Eh bien, figurez-vous que c'est pas normal. Il doit y avoir quelque chose qui cloche chez la femme pour que ce soit comme ça. Parce que l'intellect, c'est l'homme, et les instincts, le ventre, la procréation, c'est la femme. Donc, une femme intellectuelle, c'était une bizarrerie complète, au point où on se demandait si médicalement c'était normal. Eh bien, les médecins de l'époque ont fait des études dessus. Ils ont trouvé que les femmes intellectuelles, ben, elles avaient l'utérus trop incliné, d'autres avaient trop de crise de nerfs. Et donc, en fait, quand une femme était trop intellectuelle, ça, c'était la négation de son rôle de femme. Alors, si c'est une intellectuelle pure, qui n'a pas d'enfant, pas d'homme, qui vit dans la pensée, ben, c'est une anormalité totale. Bon, au point que l'hystérie était expliquée. Alors Freud, il s'est toujours intéressé à l'hystérie, pourquoi les femmes sont hystériques par rapport aux hommes. C'était en fait un dérèglement hormonal entre le corps et le cerveau. Alors qu'on a appris, on a su, on sait par la langue que le vocable, la racine des mots,
hystérie et utérus, c'est le même mot. Ils ont conclu tout de suite qu'il y avait un rapport entre les deux, et quand vous ne voyez pas bien les choses au niveau de l'utérus, bien c'est le cerveau qui prenait une ampleur considérable. On était une femme intellectuelle, mais c'était pas normal. Bon. Alors, c'est dire à quel point au XIXe siècle, on en était dans la considération de la femme par rapport au 1er siècle. Ça n'avait pas vraiment beaucoup changé. Heureusement, la médecine a quand même fait assez de progrès pour dire que c'était plus ou moins un bidon, etc. etc. Hein. Donc on en est là dans le contexte. Hein. On voit que la femme n'est pas très bien traitée sur cette période-là de l'histoire. D'un point de vue moral et philosophique. Pas tellement traité dans l'Antiquité, mais là, pas tellement traité non plus. Alors, forcément, soudain arrive l'événement des événements, la Révolution. C'est dit, mais là, c'est la liberté, c'est l'égalité. Donc, la femme va avoir gain de cause en tout, on proclame l'égalité, elle ne va pas vraiment. Bon. Hein, parce que la déclaration des droits de l'homme, c'est la déclaration des droits de l'homme. Bah, on dit oui, mais c'est l'espèce humaine, c'est hommes et femmes confondus, mais pas vraiment. Hein. Quand vous lisez le texte, vous voyez bien que les femmes n'ont pas eu beaucoup d'avantages. La seule chose qui a été relativement bonne sur le plan social pendant la Révolution, c'est qu'on a légalisé le divorce. Alors, beaucoup réclamaient le divorce, hommes comme femmes avant. Hein, parce que comme les ménages n'est pas... Comme les hommes avaient beaucoup de maîtresses, les femmes aussi, hein, les femmes de l'Ancien Régime avaient aussi une vie parallèle, c'est dit, le divorce, allégerait tout. Et bon, l'Église, c'est un sacrement, ce qui a été uni par Dieu ne peut être que cassé que par Dieu, etc., etc. Donc on ne pouvait pas, mais là, c'est le pouvoir politique qui légaliser les choses. Là, ça a un peu plu à tout le monde. Mais à part ça, tout le reste a été plus ou moins limité. Alors, toutes nos charmantes francs-maçonnes et beaucoup de dames du peuple ont très activement participé à la Révolution. Elles étaient en gros de toutes les émeutes, de toutes les barricades. C'est un groupe de femmes qui allait chercher le roi à Versailles. Quand on a ramené en octobre 1789 le roi qui était à Versailles pour l'amener aux Tuileries à Paris, c'est dit, il serait mieux là quand même dans la capitale avec son peuple, etc. Il y a un groupe de 9000 personnes qui est allé de Paris à Versailles pour le chercher, puis toute la famille, puis toute la cour, et puis etc. Il y avait 7000 femmes dans les 9000 personnes. Ah oui, donc c'est la fameuse histoire, on a ramené le boulanger, la boulangère et le petit mitron à Paris parce qu'il y a des problèmes de ravitaillement, c'est parce que le roi est isolé, c'est parce qu'il se passe, on va le ramener, c'est les femmes qui sont allées le chercher. Bon, donc elles ont participé à beaucoup de choses jusqu'au moment où il y a eu la terreur, parce que là, forcément, il n'y a plus beaucoup de femmes qui ont pu faire quelque chose. Hein. Et donc, on a ce contexte-là. Mais malgré ça, aucun droit. Alors, il y a une femme très très célèbre dans ce contexte qui s'appelle, il y en a plusieurs, une bonne dizaine, enfin, deux qui sont, en plus de la fameuse princesse de Lamballe, qui continuait son entre-gens, ses réseaux, qui essayait d'ailleurs de protéger la reine à tout prix parce qu'elle comprenait que ça allait très très mal tourner, etc. Il y a donc une dame qui s'appelle Olympe de Gouges. Alors Olympe de Gouges est peut-être plus très célèbre aujourd'hui. Elle a écrit une déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Donc elle a trouvé que la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, sous couvert que c'était le genre humain, c'était en fait homme, et elle voulait que ce soit femme, elle a écrit une autre déclaration pour la femme. Bon, ça n'a pas plu du tout. Elle n'a pas pu s'exprimer, etc. Comme elle a continué, en dehors des réseaux officiels et de l'Assemblée, à vouloir diffuser son texte et ses idées, il lui est arrivé quelque chose de très désagréable, elle avait purement, simplement été guillotinée. Donc en gros, on pourrait dire que c'est presque la première militante des droits de la femme. Officielle, parce qu'on peut penser que des femmes dans l'ancien temps ont peut-être pu monter aux barricades, réclamer des droits. Et là, on avait officiellement quelqu'un qui avait écrit un texte, qui le déposait, qui le lisait dans les salons, le lisait. Les femmes ont discuté, en pour, en contre, etc. Bon, le pouvoir, l'Assemblée nationale a refusé. Hein. Donc elle avait fait presque un décalque de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen avec les droits des femmes. Hein. Alors comme en même temps elle était contre l'esclavage, ça n'a pas plu beaucoup à l'époque, puisque bien sûr, une partie des
les grands dirigeants de l'époque avaient des plantations aux Antilles et un petit peu partout. Hein. Donc, bon, ça s'est mal terminé pour cette dame. Hein. Bon, elle est restée célèbre pour une des phrases qu'il y a dans ce texte. Je crois que c'est l'article 10. Si la femme a le droit de monter à l'échafaud, elle a le droit de monter à la tribune de l'Assemblée. Ça n'a pas plu du tout aux députés, tous masculins. Hein. Donc, on dit, en fait, la politique, eh bien, on a dans le fameux droit de vote, parce qu'à un moment, 1792, il y a eu le suffrage universel que masculin. Ouais, encore une fois. Donc, tout le 19e siècle, pour les mouvements féministes, ça a été de revendiquer le droit de vote. Nous, on a attendu longtemps. Hein. 1944. Ça s'est fait attendre. Quand c'était réclamé en 1792, voilà, alors ça, pouvoir masculin, là on l'a, quand on dit que c'est pas vrai. Quand d'autres, on l'a. Alors d'autres pays l'ont eu un peu plus tôt. Hein. La Turquie a donné le droit de vote aux femmes avant la France. Quand on voit la Turquie au début du XXe siècle, on se dit, le grand libéral Mustafa Kemal avait accordé le droit, libéral entre guillemets, hein, mais parce qu'il était d'une idéologie pro-européenne, donc il avait voulu imiter l'Angleterre, donc dans le point de vue le parlementarisme, donc il avait donné le droit de vote aux femmes dès le début du XXe siècle. Alors bon, on en est là. Et donc pendant la Révolution française, eh bien, qu'est-il devenu de cette maçonnerie? Alors, il y a beaucoup de révolutionnaires qui étaient francs-maçons. Hein. Bon, et quand même très divisé. Parce qu'il y a ceux qui voulaient une monarchie constitutionnelle, ceux qui étaient d'accord avec la terreur, ceux qui étaient totalement contre, ceux qui ont préféré retourner dans leur province incognito parce que ça commençait à mal tourner. Ça s'est énormément divisé. Et alors, qu'est-il arrivé à cette fameuse princesse de Lamballe? Eh bien, bon, elle a été arrêtée à un moment, donc jugée au fameux tribunal révolutionnaire sous la terreur. Bon, elle était sûre d'être condamnée à mort en rentrant. Bon, parce que confidente de la reine, surintendante de Versailles, et elle s'appelait, je crois, Marie-Thérèse de Savoie-Carignan, etc., princesse de Lamballe. Pour loi en 1793, on n'y coupe pas, quoi. Mais le problème, c'est que cette dame n'a pas pu atteindre la guillotine. Elle a été massacrée avant. C'est-à-dire, quand on est sorti du tribunal, il y avait à la sortie pour l'attendre toutes les haranguières des Halles. Ce qu'on appelle les haranguières des Halles, c'est les vendeuses de poissons, ceux qui tiennent les commerces aux Halles. Il y avait tout un tas de furies de toutes sortes. Il y avait des sans-culottes, il y avait un peu de gens des bas quartiers. Donc, ils l'ont conspué, insulté, bien entendu. Ça va de soi à la sortie du tribunal. Mais il y a quelqu'un qui lui a donné un coup de hache dans le cou. Et donc, elle a eu un coup de hache dans le cou, elle a été très blessée, elle est tombée à terre, elle a été percée de coups de pic et de coups de couteau. Et après, on l'a éviscérée et on lui a coupé la tête. Et on a mis la tête au bout d'une pique, puis on est allé la montrer sous les fenêtres de Marie-Antoinette avec le slogan « Tiens la v'lotte à Lamballe », sous-entendu que c'était sa copine. Alors, bon, les femmes pendant la Révolution n'ont pas eu de droit. Ça a été très dur, mais en plus, bon, ont eu pas mal de soucis. Et là, au moins pour cette dame, la franc-maçonnerie n'a pas sauvé. C'est-à-dire les réseaux là n'ont pas fonctionné, les hommes ne sont pas intervenus, les femmes n'ont pas osé, parce que c'était le même sort, etc., etc., etc. Donc bon. Alors, une autre dame qui s'appelle Thérouanne de Méricourt. Thérouanne de Méricourt, c'est une féministe de l'époque. C'était une dame qui était très très pauvre dans sa jeunesse, puis comme elle était belle et très intelligente, elle est montée un petit peu dans la société. Elle a fait des textes, elle a écrit des pièces de théâtre, il y a des pièces de théâtre qui étaient jouées. Elle était aussi contre l'esclavage, contre ceci, contre cela. Une grande militante, et elle-même est allée dans cette fameuse journée de rechercher le roi à Versailles. Là. Alors habillée en Amazon, avec un chapeau avec des plumes, etc., bon, très, très voyante, etc. Puis après, comme il y a eu une réaction, comme les révolutionnaires ont essayé de s'accorder avec le roi avant la reine, eh bien, on a passé en jugement celle qui avait fait la journée d'octobre. Et donc, elle a préféré se sauver en Belgique. En Belgique, elle n'a pas été très bien acceptée. Elle a été fait prisonnière par des Autrichiens, comme en Autriche. Forcément, c'est à cause d'elle que le roi a été ramené à les Tuileries. Elle a passé un très mauvais moment. La diplomatie a fait qu'elle était sortie. Mais bon, après, son sort, c'est pas tellement amélioré, quoi. À un moment, on l'a applaudi, parce
que quand c'est devenu la terreur, on m'a dit mais c'était des héroïnes, celles qui sont allées chercher le roi à Versailles, forcément on avait guillotiné le roi. Et puis après, comme elle n'était pas d'accord avec cette terreur et tout ça, on a eu quelques soucis. Bon, elle n'est pas passée en procès comme l'autre dame dont je parle, mais les poissonnières toujours et des sans-culottes lui ont fait un mauvais parti, quoi. C'est-à-dire en gros, ils l'ont un peu tabassé. Sauf que cette dame qui était très émotive, très mal pris, il a eu un choc particulier, quelque chose qui s'est cassé dans le cerveau. Or, on a dû l'envoyer en ce qui correspondrait aujourd'hui à un asile. Et elle était 23 ans à l'asile et est morte complètement folle. Bon. Alors, bon, les héroïnes de la Révolution, alors je ne vous dis pas le nombre de Vendéennes fusillées pour cause de guerre de Vendée. Parce que les dames de Vendée ont fait le soulèvement avec les Vendéens contre les armées de la République. Ah bon, passer à la question, non, on compte des milliers et des milliers. Enfin, de femmes, pas spécialement en Vendée, mais tout terrain confondu, plus les exécuter, puisque comme vous savez, mais on ne revient pas là-dessus, on a exécuté la reine, on a exécuté la sœur du roi, on a exécuté Machine, beaucoup de personnes en passaient. Et donc, en gros, la Révolution s'unit comme ça. Bon, ça s'unit par l'Empire ou le Code civil, n'accorde pas beaucoup de droits à la femme. Alors, qu'est-ce qui va se passer après si on tient compte, 19e et 20e siècle, le contexte de la période pourrait se résumer par émancipation et répression. En gros, d'un certain côté, on sent que les femmes ont quand même un peu plus de droits, que ça progresse, qu'elles peuvent faire des études, qu'elles peuvent... elles ont le droit d'écrire des livres, c'est bien vu, mais enfin, quand même. Mais bon, les droits, à part la deuxième partie du XXe siècle, ça reste très très précaire. Mais il y a quand même une émancipation. D'abord au niveau des idées, ça progressait un petit peu, pour donner un petit peu plus d'espace. Et alors, qu'est-ce qui a fait l'émancipation? C'est les 2 guerres mondiales. S'il faut des guerres mondiales pour que la femme soit émancipée, c'est très triste, mais il y a un rapport. C'est que bien sûr, quand il y a eu la Première Guerre mondiale, qui avait plusieurs millions d'hommes mobilisés, plus des milliers de morts, etc., qui pouvait faire tourner les usines, qui travaillait dans les champs, qui travaillait dans les bureaux, les femmes encore, elles ont remplacé les hommes qui étaient au front et qui décédaient. Forcément, après la guerre, les hommes rescapés ont repris leur emploi, mais pas partout. Il y avait trop de vide, trop d'emplois non pourvus, donc elles ont continué. Les veuves, il fallait qu'elles travaillent, on continuait. Il y en a qui ont pris goût aux activités parce qu'elles avaient travaillé pendant 4 ans. Et puis, il y a eu un affaiblissement démographique considérable entre les 2 guerres. C'est ce qu'on appelle les classes creuses, donc les enfants non nés pour cause de pères potentiels décédés a fait un tel trou que bon, là, les femmes ont rempli l'espace libre. Alors, pareil, moins important, Seconde Guerre mondiale. Puis là, la Seconde Guerre mondiale, on a dit, bon, là, vous avez tout, hein. Le progrès économique, la société de consommation, l'accès à l'éducation, la sécurité sociale. Là, la femme est rentrée relativement en masse dans dans la société, dans le monde du travail, dans la société. Et là, bon, il y a eu le droit de vote, 44, puis d'autres droits. Mais alors, pour avoir des droits spécifiquement féminins, comme la contraception, l'avortement, etc., il a fallu recombattre, militer ces fameux MLF des années 60. C'est la loi Simone Veil sur l'avortement, c'est quand même 74-75. Hein. C'est la fameuse déclaration des 343 salopes. Là. Tout le monde se souvient de cette histoire. C'est des dames qui avaient signé une profession de foi sur l'avortement pour que l'avortement soit légalisé, et en disant qu'elles-mêmes avaient recouru à l'avortement, bien sûr clandestin à l'époque, soit à l'étranger, soit en douce, etc. Et alors il y avait tout un tas de vedettes dans cette liste, et donc on a surnommé comme ça. Dedans, il y avait aussi bien Catherine Deneuve que Marguerite Yourcenar, je ne sais pas quoi, dans les 343. C'est le fameux journal Harakiri qui a surnommé ses pétitionnaires les 343 salopes, parce que bien sûr, pour le pouvoir, réclamer le droit à l'avortement, c'était pour courir les rues sans être enceinte, donc forcément c'était une horreur sans nom, etc., etc. Alors c'est l'époque du fameux MLF, c'est l'époque de ceci, cela. Alors, on ne peut pas dire que les droits vont pas progresser, d'un point de vue plus d'avantages dans les divorces, plus d'avantages des pensions alimentaires, plus d'avantages de ceci, l'accès à certaines professions. Mais bon, certaines dames, il faut bien le dire, les hommes sont d'accord, ça n'a pas progressé au maximum. Bon, on voit dans le domaine du travail, hein. À un moment, une femme gagnait la moitié qu'un homme pour le même travail, maintenant c'est 20%.
Et de moins, hein. On ne sait pas la raison, mais on dit, ben, vous gagnez moins, je fais le même travail, le même nombre d'heures, mais bon, etc. Bon, etc. Il y a le fameux plafond de verre que tout le monde connaît. Hein. Au-delà d'un certain poste de responsabilité, curieusement, il n'y a plus que des hommes. On se dit, oui, mais vous manquez tout le temps, il y a la maternité, c'est tout le temps malade, vous avez mal à la tête, il y en a qui manquent jamais, enfin, bon, il y en a qui ont un âge plus pouvoir avoir d'enfants, mais c'est pareil, bon... Et puis on a vu en politique, jusqu'à la fameuse loi sur la parité, il fallait autant de ministres femmes que d'hommes, que c'était presque tout homme. Puis alors, il y avait 4 femmes dans un gouvernement, il y avait des postes archi subalternes. On disait, bah, vous vous occupez de la santé, vous vous occupez du tourisme, vous vous occupez de ceci. Bah, alors on dit, ouais, mais alors le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, il n'y avait jamais de femmes à une certaine époque. Hein. Il a fallu attendre longtemps pour avoir même une femme Premier ministre. Ouais. Et ça s'est pas très bien passé avec Édith Cresson. En plus, et ça n'a jamais été renouvelé. Et ça n'a jamais été renouvelé. Alors bon, le fameux Mitterrand a voulu faire sensation, au moins une femme Premier ministre, Édith Cresson, tout le monde s'en souvient, au moins ceux de notre génération, de ma génération. Et ça n'a pas tellement bien marché. Parce qu'en général, quand les femmes ont un poste de responsabilité, elles pensent qu'elles doivent avoir des qualités masculines. À parler haut et fort, frapper sur la table, comme Margaret Thatcher, etc. Dire je suis femme, j'ai un rôle de femme. Bon, donc on a poussé un peu, elle a poussé un peu, comment dire, l'autorité. Elle a un peu critiqué des choses, fait des bourdes d'un point de vue vocabulaire maladresse. Bon, critiquer tout, hein. Les jupes, les couleurs de son pull, oui, etc. Elle en a pris pour son donc il y a eu un brocardage même absolument inouï, ce qui fait qu'elle n'a pas tenu longtemps, je ne sais pas si elle a tenu un an. Oui, c'était très je sais qu'elle était vite remplacée, et ça n'a jamais été renouvelé, au moins chez nous, hein, parce qu'il y a des premières ministres femmes ailleurs, dans beaucoup de pays. Hein. Bien sûr. On en a même jusqu'à maintenant une dame en Angleterre. Bon, il y a une très belle madame qui dirige la Croatie. Là. Donc, bon, bah, c'est déjà récent. Hein. Alors en France, on a du mal. On a beaucoup de mal. Hein. On a du mal à embrayer. Alors, comme ça ne suffit pas, comme on voit qu'il y a encore énormément de problèmes dans les matières de mœurs, dans les professions, etc., ben, les mouvements se sont radicalisés. Les femmes pensent qu'elles n'obtiendront rien par le vote, rien par les pétitions, rien par blabla, etc. Donc il faut que ce soit musclé quand même la lutte. Hein. Donc les mouvements se sont radicalisés. Alors donc là maintenant on a comment ça s'appelle, oser le féminisme, balance ton porc pour le harcèlement, etc. On a le fameux mouvement des femmes. Donc on a quelques images là sur les femmes. Alors toujours très spectaculaire leur démonstration, hein, même le jour du 14 juillet ou autre. Hein, c'est donc de faire une manif hein, avec des slogans qu'en général elles écrivent sur leur corps. Donc la plupart font les manifs en étant demi-nus. Hein. Alors la première fois que ça a eu lieu, c'était des Ukrainiennes, c'était très très spectaculaire. C'est une Ukrainienne hein, qui a fondé ce genre de choses. L'idée c'est de dire qu'est-ce qui intéresse les hommes, c'est le corps de la femme, c'est le physique. Eh ben voilà, du physique vous en voulez, ben on est nu. Voilà, c'est de dire, ben, on est vu que sous cet angle-là, autant que vous nous voyez dans ce contexte-là. Bon, donc en général, elle cible bien des choses. Hein, c'est quand il y a un congrès du G7, un machin, journée de la femme, le 14 juillet, toutes ces choses-là. Donc elles font des démonstrations assez spectaculaires. Malheureusement, elles ne sont pas beaucoup. Quand il y a des petits groupes de 15-20, c'est déjà bien beau. Je sais qu'une fois, ils ont réuni Notre-Dame de Paris pour protester contre, je ne sais plus, telle chose, dans leur tenue. Def, comme on voit là sur les images, hein, c'est assez spectaculaire. Il y en a même qui ont essayé de faire ça en Tunisie au moment de la révolution arabe. Là, il y en a une, je crois que c'est une Tunisienne. Bon, elle n'a pas tenu longtemps dans la rue. Hein. C'est une Égyptienne, il me semble, Michel. C'est un G7. La fémène dans les pays d'Afrique du Nord, c'était une Égyptienne. Ah, ok. Il me semble que c'était pas en Tunisie, c'était une jeune Égyptienne qui, elle aussi, a subi maintes revers suite à son action militante. Alors, dans d'autres pays, ça a pris différentes formes. En Russie, c'est le mouvement des Pussy Riot. Hein. C'était un groupe de musique rock, musique moderne, etc., avec des jeunes filles.
bon, qui ont bon, quand même très critiqué le pouvoir et forcément notre cher camarade Poutine. Et donc, bon, il va arriver quelques ennuis aussi. Je crois qu'elles ont pris 50 ans. Il me semble, hein. Elles n'ont peut-être pas fait la totalité, mais enfin, bon, donc voilà ça. Elles ont fait ce qu'on appelle du goulag. Comment? Elles ont fait ce qu'on appelle du goulag. Oui, le mot n'existe plus parce que par les camps aujourd'hui, il y a toujours le camp de travail et la peine pénitentiaire. Enfin, c'est censé être moins terrible, mais bon, ça doit pas être rigolo d'être là. Et puis bon, bah, c'est toujours très relatif malgré tous ces mouvements, la progression. Bah, c'est pas tellement qu'il n'y ait pas beaucoup de droits, c'est que comment dire, c'est au niveau des mentalités. On peut dire la femme a plus de droits qu'avant. Mais si votre mari est macho ou dans votre milieu professionnel, on vous en fait voir de couleurs tous les jours, toutes les couleurs tous les jours, qu'est-ce que ça peut faire que dans le Code civil, vous ayez 3 articles de plus en votre faveur? Si vous attrapez une trempe tous les jours, ça vous attache pas beaucoup. Si vous êtes lynché au premier carrefour, bon, bah, etc. Donc, on voit bien que l'émancipation bon, est très divisée. Elle a ça le mérite d'exister. Ces dames militent quand même très, 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 très fortement. On reste quand même bon, un peu sceptique sur le résultat. Alors, ces dames prennent quelquefois des références anciennes, particulièrement symboliques, comme quand elles connaissent un petit peu quelque chose. C'est de prendre comme emblème Lilith. Alors, quand un mouvement féministe prend comme emblème Lilith, c'est un cas particulier, bien entendu, dans l'histoire des femmes, hein, parce que dans la Kabbale, hein, on raconte que avant Ève, il y a eu une autre femme, Adam a eu une autre femme qui s'appelle Lilith. Et alors Lilith était, alors, là c'est extraordinaire, parce que si c'est vrai, on se dit, ben, quand Dieu a créé Ève, il a endormi Adam, il a pris une cote, il a sorti Ève, donc Ève est en fait sortie, a été issue d'Adam, etc. Mais la première femme qui s'appelle Lilith a été créée de toutes pièces à part, c'est-à-dire avec de l'argile, elle souffle de vie comme l'homme. Donc elle est là, égale. C'est ça. Et donc on fait à Adam, parce que comme Dieu dit, il faut que l'homme ait une compagne, sauf que cette femme lui en a fait part de toutes les couleurs. Donc elle était très dure de caractère, etc. Alors, le problème, c'est la position sexuelle, donc ça fait toujours rire, c'est que Lilith ne voulait pas être en dessous, couchée, l'homme par-dessus, mais l'inverse. Adam a protesté, et puis voilà, elle s'est sauvée. Les anges de l'Éternel sont allés la chercher, Dieu a envoyé 3 anges la chercher, la ramener, et puis c'était toujours la querelle, etc. Finalement, elle était chassée du paradis, et s'est retrouvée dans les bras du démon qui s'appelle Samaël. Alors, forcément, comme femme rebelle, vous pouvez pas mieux. Et alors, forcément, le clergé va dire, oui, mais votre Lilith, elle n'existe pas, c'est une invention des kabbalistes. Bon, allez savoir, dans le contexte de l'Éden, à cette époque-là. Alors, si c'est vrai, c'est très embêtant. Parce que la première femme de tout avant même Ève est une femme rebelle. Bon, forcément, l'Église en a fait une démone. Si elle existe, c'est une démone. C'est une succube du bras astral. En gros, les succubes sont des démons femelles. Il y a des incubes, c'est des démons mâles. Les femelles, c'est... Bon, les démons femelles s'appellent des succubes. Donc, en fait, c'est une succube, c'est pas une vraie femme. Bon. On en est là dans l'histoire. Et puis alors, la deuxième, ça n'a pas fonctionné mieux, puisque Ève a fait la faute. Alors, dès que l'Éternel crée des femmes, il y en a une qui est rebelle et l'autre commet une faute, puis elle est chassée du paradis. Ben, je dis, ben, bon, sans vouloir critiquer l'Éternel, le Seigneur Dieu, il y a quand même quelques soucis avec l'élément féminin. c'est moi j'en veux dire. Je suis assez d'accord avec toi, ça a été mal géré. Alors, bon, ça fait réfléchir quand même ce genre de choses, hein, parce qu'il y a quoi se poser des questions si on ne sait pas le pourquoi du comment que ces choses ont eu lieu. On voit le résultat, puis on se dit, ouais, je constate que. Quoi. Donc après, quand on dit la femme a tous les défauts de la terre, les premières étaient particulièrement bon, difficiles à tenir, il faut bien le dire. Quoi. Parce que Adam ne les tenait pas, quoi. Ni l'une ni l'autre, parce que Ève a un peu mené le jeu, quoi. C'est elle qui a croqué la pomme, qui parlait avec le serpent, qui a donné la pomme à manger à Adam. On a l'impression qu'il est là pour le décor. Et puis la première lui faisait tout voir. Alors bon, est-ce que c'est une image de la femme dans la société?
Et le pauvre homme qui subit plein de choses, mais bon, hein, on en est là. Alors, dans l'émancipation, vous voyez, on est arrivé là. Alors, donc, comme le contexte des 2 derniers siècles, 19e, 20e, c'est émancipation, on ne peut pas nier qu'il y en a une en 2 siècles, quand même une évolution, une émancipation de la femme. Maintenant, la femme peut être générale, peut être académicienne, peut être ministre. Bon, Madame Lagarde est, comment dire, secrétaire générale du Fonds monétaire international. Bon, on ne peut pas dire qu'elle n'ait pas de poste. Et alors là, le truc de femmes qui ont un cerveau insuffisant, ça ne peut pas exister. C'est des postes qui sont tenus d'ordinaire par des hommes. Alors de l'autre côté, ben, vous avez le revers de la médaille, vous avez la répression, quoi. C'est-à-dire, vous avez tous les fléaux qui encadrent les femmes. Bon, là, on les connaît tous, on ne va pas s'éterniser là-dessus. C'est pas tellement ésotérique, mais enfin, ça existe. C'est pour montrer que côté émancipation blanc, un revers négatif. Hein. Bon, vous avez tous les viols, tous les guerres, bon, les guerres entre pays, les guerres civiles, le Rwanda, le machin. Moi, ça s'appelle la Syrie, c'est épouvantable. Bon, vous avez les viols civils. Là, c'est dans la société civile. Bon, ben, les viols augmentent partout. C'est un fait. Etc. Ça ne se passe pas toujours très bien parce qu'il peut y avoir viol sans tuer la personne, mais souvent on tue aussi la personne. Bon, dernièrement, il y a eu quelque chose de ce genre en Inde. Il y avait des centaines de milliers de personnes dans la rue pour protester contre des violeurs qui étaient au bord de l'acquittement. Donc là, il y a eu une protestation, on a trouvé que le procès était complètement truqué. Ces messieurs avaient toutes les excuses possibles et imaginables, vu que c'est une jeune fille qui a été violée par un groupe d'hommes, et après, alors sans doute qu'ils ont voulu, comment dire, qu'elle témoigne pas. Donc ils ont coupé les mains. On se demande bien pourquoi, après le viol, il faut couper les mains d'une femme. Après, ils l'ont brûlée. Des barbares. Alors, que forcément, le feu a attiré les gens. Bon, forcément, ils ont été arrêtés parce qu'ils étaient en train de brûler quelqu'un. Bon, après, dans le procès, ils ont avoué que c'était suite à un viol. Mais c'est tout juste s'ils étaient condamnés. Il y a eu là un soulèvement de la population quand même. Bon, c'est en Inde, c'est pas en France. Enfin, on peut dire que là, les droits de la femme n'évoluent pas beaucoup. Hein. Donc, on en est là. Vous avez aussi ce qu'on appelle les mutilations, c'est-à-dire les excisions, les infibulations, tout ce qui s'ensuit, bon, qui laissent des séquelles quand même très graves sur les corps des femmes dans les pays dits de tradition primitive où ça se fait encore. C'est dans la tradition des tribus. Alors, bon, on n'arrête pas. Vous avez bien sûr la prostitution internationale. Tout ça, c'est très grave. Hein. Le tout additionné, c'est très très grave. C'est des phénomènes qui augmentent. C'est des phénomènes qu'on n'arrive pas à maîtriser malgré les campagnes. On peut toujours dire, comme chez nous, on va pénaliser le client, on va pénaliser machin, puis on va arrêter le trafic de traite des blanches, et tout ce que ça suit. Les statistiques prouvent une augmentation. Bon. Alors, bon, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Puis alors, le fameux harcèlement, le harcèlement quotidien au travail, dans les moyens de transport, bon, vous avez fait ça tout le temps. Donc, le tout additionné fait quand même beaucoup, quoi. Puis le retard social, etc. Alors, malgré... disons, comment on pourrait dire, la progression des droits. Alors, il y a toujours des femmes assassinées pour X raisons, soit politiques, soit sociales, etc. Alors, on a là dans les documents, donc, une militante donc, des droits de l'homme, qui s'appelle Madame Estemirova, non, hein, donc, voilà, donc alors il y a aussi une dame encore plus connue qui s'appelle Anna Politkovskaya, et ce sont des dames qui étaient journalistes en Russie. Elles ont le droit d'être journalistes en Russie, hein, mais ont voulu couvrir les actions de l'armée russe en Tchétchénie. Voilà, ça, là, pour dénoncer un petit peu les crimes contre l'humanité qu'il peut y avoir, et donc elles ont fini très mal. Une Anna a été abattue devant son domicile. Et donc, la dame dont vous voyez sur le document, Estemirova, eh bien, a été arrêtée. Alors, on ne sait pas par qui, parce qu'on n'a jamais trouvé les meurtriers. Hein, donc, elle a été emmenée dans une voiture. En étant emmenée dans une voiture, elle a crié « On m'enlève, on m'enlève, on m'enlève », personne n'a bougé. Et donc, les policiers, sans doute, qui étaient dedans, ou ceux qui étaient dedans, c'est bon si c'était des policiers, personne n'y était. Donc, elle a été assassinée. On a retrouvé son corps dans un bois. Hein, après avoir reçu un coup de crosse de revolver dans la figure.
Qu'il a tué, hein, parce qu'elle a eu le nez enfoncé dans le cerveau, quoi. Et après, donc tué. Voilà, donc les militantes des droits ou les journalistes qui couvrent les événements internationaux en voient quand même de toutes les couleurs. Hein. On passe là-dessus parce que c'est pas le sujet vraiment d'aujourd'hui, parce que bon, on n'a jamais de preuve que c'est les gens des services du pouvoir qui ont fait ça. On dit que c'est des vengeances de gens qui n'aiment pas qu'on critique le système politique, qui font la vengeance eux-mêmes. Le pouvoir ne sait même pas qu'ils existent. Ça, bon, on va pas s'éterniser là-dessus. C'est dans certains pays que ça se passe comme ça. Donc pour résumer, c'est de dire, bon, bah, vous voyez un petit peu que c'est très mitigé l'évolution de la cause des femmes dans les sociétés. Ah, forcément, c'est très divers. Si c'est l'Orient, si c'est l'Afrique, si c'est la Suède ou si c'est l'Amérique du Sud, ben ça, on sait rien. Et on va maintenant se poser la question, et dans ce contexte-là, qu'est-ce que ça donne dans l'ésotérisme? Alors c'est très particulier au 19e et début du 20e siècle en ésotérisme. C'est que tous les mouvements nouveaux qui ont eu lieu aussi à cette époque-là, je ne reviens pas sur les Rose-Croix, la franc-maçonnerie qui existe déjà depuis très longtemps, mais il y a eu des nouveaux mouvements. Toute la deuxième partie du 19e siècle, début 20e, c'est marqué par des tendances nouvelles qui concernent le spiritisme. Donc en gros, le spiritisme, c'est Allan Kardec, tous ses disciples. Donc là, on évoque les défunts, on fait des choses avec l'astral, etc., etc. Bon, tout le monde connaît ce que c'est que le spiritisme. Et puis l'occultisme, ce qu'on regroupait sous le terme d'occultisme à l'époque, c'était tout ce qui était recherche en magie, en astrologie, en mystique et choses comme ça. Et l'une des principales sociétés qui existait à l'époque, qui était très très connue, c'est la Société théosophique. Hein, donc la Société théosophique et tout mouvement plus ou moins parallèle, c'est ce qu'on appelle les occultistes, et de l'autre côté spiritistes. Ils ne s'entendaient pas beaucoup d'ailleurs, parce que quand on est dans l'occultisme, on a une doctrine, on a un cadre idéologique, on a des maîtres, on a ceci. Quand on fait du spiritisme, on pouvait évoquer les esprits dans son salon. Si on a un médium très doué, on évoque une entité, l'entité apparaît, elle donne un message, on l'écrit, etc. En gros, il n'y a pas besoin d'un ordre initiatique. Quand vous avez la Société théosophique, c'est quand même structuré, c'est-à-dire qu'il y a des gens, il y a une organisation, un secrétariat, il y a des groupes, etc., etc. Alors, ça avait un mérite, la Société théosophique, c'est que c'était dirigé par une femme. Donc, pour la première fois, on avait une fondatrice de la société occulte qui était Madame Helena Blavatsky. Donc, on s'est dit, bon, là c'est mieux, sa principale disciple s'appelle Annie Besant, ah ben c'est une femme aussi. Puis il y avait un homme, le colonel Olcott, et puis, mais alors beaucoup de femmes. Et c'est un mouvement qui avait amené beaucoup de femmes. Et dans le milieu des médiums, il y avait aussi des voyantes, il y avait beaucoup de femmes. Donc les médiums voyantes, cartomanciennes ont remplacé les Pitti, les Fées Morgane, les Fées Viviane, les Mélusine de l'ancien temps. Comme on n'a plus tous ces personnages-là, forcément, il n'y a plus de fées. Donc, il ne peut plus y avoir de Fées Morgane ou autre. Ben, à la place, on a médium, cartomancienne, etc. Alors, il y en avait des très bonnes et des très célèbres, je n'ai pas leur niveau. Alors, cette société théosophique, donc dirigée par une femme, et pendant pas mal de temps, je ne raconte pas son histoire, parce que ça serait raconter la société théosophique qui prendrait les 2 heures de l'exposé, mais en gros, dans sa jeunesse, alors c'est je crois une russe d'origine, dans sa jeunesse, elle voyait toujours une entité à côté d'elle, ce qu'on appellerait un spectre dans certaines religions, ou bon, aujourd'hui on préférerait dire une entité ou une apparition astrale, etc., qui était censée la conseiller. Et à un moment, alors des années après, quand cette dame est devenue adulte, elle va dans Londres, et qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit ce personnage en réel. C'est un hindou, mais il a les mêmes traits physiques qu'elle voit dans l'apparition. Donc elle va pour lui parler, mais il y a un blocage, elle s'arrête net sur la route, elle ne peut pas lui parler. Mais après, dans une autre occasion, ce personnage va lui parler.
et va lui dire que, il va lui dire, alors, imaginez ce que c'est, une apparition que vous voyez pendant des années se rencontre en réel à un certain moment. Donc, en gros, c'est comme si vous disiez, j'ai vu quelqu'un en rêve, mais le lendemain, je le rencontre dans Charles-en-Neuf dans la rue. Ça surprend quand même un peu. Donc là, ça a surpris. Il lui a dit, tu as comment appeler un très très grand destin. Tu vas fonder une société ésotérique, mais avant, il faut que tu ailles passer 3 ans au Tibet. Mais ça sera très dur ta vie après quand tu reviendras, parce que ça ne va pas être facile à faire connaître certaines choses. Alors elle hésite un petit peu, puis c'est tellement extraordinaire. Bon, qu'elle y va, elle fait ces fameuses années au Tibet, elle rencontre le grand maître machin, à la révélation de la tradition, des secrets de l'Agartha, des supérieurs inconnus, machin, et quand elle revient, elle fonde à cette tête philosophique, et depuis, c'est très important, même si c'est très décrié, hein, vous savez que le fameux René Guénon a tombé à bras raccourcis sur cette Madame Blavatsky, la société théosophique complètement bidon, etc., mais c'est depuis lors que les traditions d'Inde sont connues. C'est-à-dire, avant la société théosophique, la réincarnation, le karma, le déesse Kali, machin, les yugas, les Kali yugas, c'était quasiment inconnu. Donc, en fait, la pensée indienne a été diffusée par ce biais-là. Donc, après, bon, on a connu, tout le monde connaît, hein, le bouddhisme, le yoga, le machin, mais bon, au milieu du 19e siècle, c'était pas probant de savoir quoi est qu'est sur le karma et la réincarnation. Et c'est Elena Blavatsky qui a ramené ça en Europe. En gros, ce qu'on pourrait appeler la mission des connaissances, de diffusion des connaissances indiennes ou orientales en Europe, ça vient de cette époque-là. Après, il y aura Saint-Yves d'Alvèdre, le fameux Saint-Yves d'Alvèdre va reprendre tout un tas d'hommes orientaux, il écrira même un livre, Mission de l'Inde en Europe. Ça veut dire, en gros, faire connaître en Occident totalement matérialiste, en bout de course nul, comme pas possible, à revenir aux sources de la tradition qui, à l'époque, étaient considérées encore en Orient comme potables. Maintenant, c'est aussi liquéfié, tout aussi lamentable à l'Orient qu'en Occident, mais enfin, au moins pendant un siècle et demi, on a encore cru ça. Et c'était le cas à l'époque. Hein. Donc on a un contexte de ce genre, donc là c'est très très intéressant, parce que tous ces dames des mouvements liés au spiritisme, au médium, comment la société théosophique et annexe et autres mouvements, d'abord il y avait beaucoup de femmes en nombre dans les militantes, et alors ces dames faisaient aussi une action sociale. C'est-à-dire, en même temps de faire des sciences occultes, voulaient l'évolution du féminisme. C'est-à-dire réclamer les droits sociaux, accès à l'école, l'éducation, tout ce qui s'ensuit, un peu partout. Donc, elles avaient un côté militante social, tout en étant dans l'ésotérisme. Ce qu'on ne fait pas dans un certain ordre. C'est-à-dire, dans un certain ordre, vous suivez de vos initiatiques, vous vous occupez pas du tout de social. Là, ces dames faisaient beaucoup de choses dans ce domaine. Alors, il y a eu un progrès du féminisme justement à cause de la réincarnation. Alors, on ne voit pas directement le rapport entre les deux. Il y en a un. Parce que quand un homme est misogyne, si on croit à l'incarnation, on peut lui dire, mais l'incarnation précédente, vous étiez femme. Et dans la prochaine, vous le serez. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire? Alors forcément, le bonhomme peut dire, oui, mais je ne crois pas que la réincarnation existe. Bon, ben d'accord, mais si ça existe, si on fait la régression sous hypnose, si en vision, on dit, ben voilà, le visage que j'avais au XIIIe siècle, mais qu'à l'époque, vous étiez femme, ça relativise tout de suite. Ça et on sait bien, voilà, si on croit en initiation aux incarnations, moi-même qui y crois, je sais très bien que j'ai pu être femme dans les siècles passés. Bon. Et comme maintenant, dans les régressions sous hypnose, eh bien, vous avez les sensations, des révélations, des images des vies passées, vous voyez bien à un moment que vous avez pu être chef de guerre au Moyen-Âge et que vous êtes femme à l'incarnation aujourd'hui, dans les bandes d'aujourd'hui. Donc forcément, ça coupait un peu sifflé aux misogynes, à condition d'admettre que la réincarnation existe. Et bien forcément, à l'époque, c'était pas probant, parce que c'était nouveau et ça se heurtait tout de suite au christianisme. Et donc, il y a eu un débat dans tous les adhérents
pour dire, c'est bien beau, vous mettre de l'Agartha, c'est bien beau l'astral, c'est bien beau le Tibet, c'est bien beau ceci, le lama, truc bêche, mais vous comprenez, le troisième œil et tout ça. Mais la réincarnation, on ne peut pas y croire parce que le christianisme n'enseigne pas. Donc il y a des gens qui ont pris parti pour l'un ou pour l'autre, c'est-à-dire version hindoue mais version chrétienne, ou de synthétiser les deux. Je voudrais bien qu'ils continuent à croire au christianisme, en Jésus-Christ et à la résurrection, mais quand même à l'incarnation aussi. Bon, c'est un petit peu difficile. C'est un grand écart. Donc, voilà, donc on en est là un petit peu. Bon, ça, on ne peut pas nier qu'il y ait eu... Alors, parallèlement à ça, il y avait beaucoup de voyantes, de médiums, les salons étaient pleins. C'est la grande époque où il y avait tous ces occultistes là, Philippe de Lyon, le Sarpé-la-Dent. Toute la fin du 19e siècle, c'est très 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 occulte. Et puis alors de belles madames qui tenaient salon aussi, mais là pas les salons littéraires, les salons de voyance. Donc il y en a des très célèbres, Eusebia Palladino, qui est-ce qu'il y avait encore? Edith Zapfel, c'était une grande médium aussi de cette époque-là. Et puis la plus connue qui s'appelle Freya. Donc Madame Freya, c'est la grande madame dans la voyance à l'époque. Alors, elle aussi, c'est très curieux son histoire, on ne va pas la raconter intégralement, ça prendrait trop de temps, mais bon, elle a eu sa révélation de voyance et de dons assez tard. Alors, elle avait un père qui était déjà un petit peu voyant, mais qui travaillait, je crois, dans l'administration. Il avait quelques dons aussi, et lui, toute sa vie, il a annoncé la date de sa mort. Il disait qu'elle allait mourir tel jour à telle date. 10 ans avant, puis 5 ans avant, 3 ans avant. 2 jours avant, elle était en pleine forme, et l'annonce, sa date était connue, toute la famille connaissait. Mais il est vraiment mort le jour où il l'annonçait depuis tant d'années. Alors on dit oui, mais il s'est suicidé, pas du tout. À un moment, il s'est allongé, on l'a retrouvé mort. Bon, donc il y avait un don un petit peu de famille. Alors, cette dame qui au début n'avait pas du tout de don, à un moment elle s'est mariée, on ne sait pas ce qui s'est passé au cours du mariage, mais en même temps révélation de sa vie de femme et en même temps du don de voyance. Alors, elle voyait des choses pour les gens de sa famille et elle est devenue très très douée, pour lire les lignes de la main. La chirologie. Donc elle dit, oui, voilà, donnez-moi votre main, regardez. Après, bon, tout le monde dans la famille savait qu'elle faisait les lignes de la main, donnait la main. Mais alors, tout ce qu'elle prédisait était exact. Même pour les incroyants finis qui t'invitaient une soirée, ils disaient, alors, attendez la main, comme on le ferait tous machinalement, tiens, qu'est-ce que ça donne pour moi? Des trucs absolument incroyables. Et en quelques mois, elle a eu une réputation nationale, en France. C'est fin du 19e, c'est début 20e. Au point qu'à Paris, toutes les vedettes du showbiz, de la politique, etc. l'invitaient. Madame aussi, du coup, tenait salon. Ah, vous aviez tout, Clémenceau, le poète Trelmuche, l'écrivain Pierre Loti, vous voyez, tout ce monde-là. Alors, des gens qui, au départ, ne croyaient en rien, c'est s'en mettre. Mais devant le pouvoir de la dame, complètement sidéré, personne qui disait moi je crois rien, tout ça, mais je veux voir ce qu'elle va me dire. Complètement. Les journalistes, le machin, le directeur de l'Aura, un public, des milliers de personnes ont entendu leur main. La comtesse Trelmuche, etc., etc. Et le fameux prince Yusupov. Alors, quand le prince Yusupov est venu à Paris en voyage et est allé dans un salon à une rencontre, à une soirée, à montrer sa main aussi, Madame Freya, que tout le monde connaissait, lui a dit vous allez tuer quelqu'un, et le quelqu'un que vous allez tuer aura une importance considérable dans l'histoire. Bon, il ne savait pas trop quoi faire tourner une chose pareille. Ben, si vous connaissez le fameux prince Yusupov, c'est celui qui a tué Rasputin. Ah oui. Alors, forcément, quand il est rentré chez lui, mais c'était des années avant, et qu'après, ce sera celui qui, à la fin, quand Rasputin, qu'on croit mourant, court dans la neige, là-bas, revolver, c'est le prince Yusupov. Oh, là, on s'est dit, bon, elle a des pouvoirs quand même extraordinaires. Alors, il paraît que tous les politicards de tous bords, de chez nous,
recouraient à ces... Alors, c'est pas seulement la lecture de livres de la main, puisqu'on raconte le passé des gens, leur avenir, etc. En voyant, ça dépasse le fait de lire les lignes. C'est comme les tarots ou l'astrologie, ça sert de support pour, avec l'interprétation et l'intuition, nous dire quelque chose de plus large. Donc, cette Madame Frayol, c'est un... Alors, très peu connue aujourd'hui, Eusebia Palladino, très peu connue aujourd'hui, Edith Zepfel encore moins, et XY encore moins. Et bon, alors maintenant, forcément, c'est pas nos Piti d'aujourd'hui, hein, c'est pas nos Elisabeth Tessier. Alors maintenant, c'est plutôt d'astrologie. Hein. C'est plutôt Elisabeth Tessier, c'est plutôt Christina. Remarquez qu'il y a toujours beaucoup plus de femmes que d'hommes dans ces milieux-là. En milieu des voyantes, médiums, cartomantiennes, astrologues, il y a toujours beaucoup plus de femmes que d'hommes. Et c'est les anciennes magiciennes des temps passés. Donc pour en revenir là, je suis sorti un petit peu, mais on est toujours dans le domaine de la femme et dans le culte. Et là, pour des femmes qui n'ont pas été du tout contrariées, dénigrées, encore moins envoyées au bûcher. On ne voit pas au bûcher Madame Freya, qui a d'ailleurs un nom de la mythologie nordique. Hein. La déesse Freya, c'est l'épouse d'Odin. Je ne vous dis pas d'avoir... C'est son surnom, hein, elle s'appelle Valentine, je ne sais pas comment. C'est pas son vrai nom de s'appeler Freya. Hein, c'est une déesse nordique. Il faut le faire aussi d'inventer ça comme surnom. Alors bon, elle devait être une grande magicienne, cette déesse aussi. Et alors, pour revenir à la société théosophique, qui est quand même l'un des mouvements les plus importants fin 19e, 20e, il y a donc ce fameux débat, spiritisme, occultisme, Madame Blavatsky reprochant aux spirites de ne pas avoir assez de contrôle des esprits qu'ils évoquent. Donc on fait apparaître un esprit, c'est machin, alors, je suppose ça peut être, allez je vous dis Caligula apparaît, on lui pose des questions, il raconte, on voit bien que ça correspond à un empire romain. Quel contrôle vous avez que c'est bien lui? C'est pas une entité qui se fait passer pour lui, c'est pas un démon qui se fait passer pour un ange, quelle preuve vous avez? Alors si vous êtes Alan Kardec, vous êtes très fort, et si vous êtes un autre, en gros, dans ce monde de l'astral qui se pointe, vous n'êtes jamais vraiment sûr de qui se pointe. C'est des questions qui sont toujours... un ordre initiatique avec des grands maîtres, avec une hiérarchie, avec des gens qui voient l'astral comme nous, on voit le paysage d'en face, forcément, c'est autre chose. Enfin, la querelle portait un petit peu là-dessus. Quelquefois, ça peut être une querelle de clocher. Donc, il y avait tout ce monde d'âme. Et alors, il y a une dame qui rentre dans ce contexte qui est quand même assez exceptionnel, qui s'appelle la duchesse de Pommard. Pommard, P-O-M-A-R, c'est pas comme le Pommard, le grand vin de Bourgogne, c'est la duchesse de Pommard. C'est une madame qui est devenue duchesse de Pommard parce qu'elle a épousé un duc de Pommard. Ensuite, bon, elle est devenue veuve, elle a réépousé un Écossais qui s'appelle Monsieur de Sinclair, elle est donc devenue Lady Sinclair. Donc elle a été amant du côté, je crois, espagnol, anglais, écossais. Alors quand c'est l'Écosse, c'est très ésotérique l'Écosse, comme tout le monde sait en ésotérisme. Et donc, alors la famille Sinclair, alors je n'ai pas pu vérifier, malheureusement je n'ai pas eu le temps, si cette famille Sinclair-là a un rapport avec les fameux Sinclair des siècles précédents qui avaient accueilli les Templiers rescapés de Philippe le Bel et qui sont à l'origine de la fameuse Roselyne Chapelle, etc. Bon, l'Écosse se traîne autour de tous ces sujets-là. Hein. Alors, toujours est-il que cette charmante dame, appelée donc duchesse de Pommard, a adhéré à la Société théosophique. Elle était même la présidente de la branche française. Et après, a fait une dissidence. Elle a été Société théosophique, mais une branche à part. Indépendante. En gros la sienne, mais elle faisait aussi du spiritisme. Là, quand on dit on oppose occultisme et spiritisme, elle faisait les deux, elle faisait des séances et des invocations, et à un moment, il y avait des entités qui apparaissaient, qui formaient un groupe qu'on appelle qu'elle appelait le Cercle des Étoiles, et demandait des révélations, des messages, Cercle des Étoiles, et dedans, il y avait Marie Stuart, comme spectre, comme entité. Marie Stuart disait des tas de choses... pour ce qu'elle voulait savoir, c'est cette dame. Alors là, on est en plein dans l'Écosse, hein, parce que comme justement elle avait épousé un Écossais, vous faites apparaître Marie Stuart, c'est normal, Marie Stuart apparaît, c'est plutôt plus japonaise, ça va un peu de soi. Donc il y avait à la fois les séances de spiritisme et, la société théosophique. Mais cette dame ne voulait pas renoncer au christianisme pour autant.
Donc ça l'a passionné, la crucifixion, la résurrection, la Genèse, etc. Et se piquait aussi des prophéties. Et dans les prophéties, elle s'intéressait surtout à Daniel, le prophète Daniel. Bon, qui est un des plus grands prophètes que l'on sait, parce que Daniel avait dit au bout de 2500 ans, ce sera la fin du temps sacré, il y aura une période incertaine où il pourra se produire la fin des temps. Donc elle était dans un esprit, comment dire, de fin des temps aussi, mais à son époque, hein, c'est 1870 à 1895. Hein. C'est en gros, elle est morte en 1895, donc c'est un petit peu les dizaines d'années d'avant. Cette dame, elle faisait plein de choses, hein, puisqu'elle faisait ses séances, la société théosophique, l'étude de la Bible, etc. Et a écrit plusieurs livres, dont des livres en anglais, en français, etc. Jamais réédités. Et qu'on ne connaît pas. Enfin si, on sait que le titre existe, qu'elle a vraiment fait une publication, et dont l'un des plus importants, c'était un commentaire sur l'Apocalypse. Ça s'appelle l'ouverture des sceaux, parce que dans l'Apocalypse, on dit l'ange ouvrit le premier sceau d'un livre scellé, etc. Puis, alors pour elle, dans ses idées, on était dans l'ouverture du 7e sceau, donc on était déjà à la fin. C'est-à-dire, l'époque où elle vivait, elle croyait que c'était l'époque apocalyptique de fin des temps. Et qu'il y avait assez de bouleversements sociaux, de bizarreries à la fin du 19e siècle. Et heureusement, elle est morte avant les 2 guerres mondiales pour voir un peu le soubresaut que ça pouvait être. Mais elle était persuadée que c'était déjà la période apocalyptique, avec un siècle d'avance par rapport à aujourd'hui. Et que si on ne s'en apercevait pas, c'est parce que les gens étaient trop dans la brume, étaient trop dans le matérialisme, et que seuls les plus grands initiés pouvaient voir les mutations secrètes qui se faisaient, etc., dont sans doute elle-même. Et donc, si on fait le cocktail de tout, c'est quand même pas mal, parce que vous avez de la société théosophique, les idées orientales, vous avez du spiritisme, vous avez la Genèse et vous avez l'Apocalypse. Et alors, le plus surprenant, c'est dans la Genèse. Alors, il y a quelque chose qui l'a beaucoup marqué, c'est l'Éden, c'est l'histoire d'Adam et Ève, de l'Éden, etc. Et alors, vous savez qu'aujourd'hui, même moi-même, on donne des versions d'Adam et Ève de toutes sortes d'interprétations. Elle en a donné une unique au monde. C'est que dans son idée, l'Éden ne symbolise pas un jardin, mais symbolise le corps humain. Et que tout ce qui se passe comme histoire dans cet Éden, ça symbolise des processus initiatiques liés à une base, bien entendu, qui est le corps. Donc on part du corps, c'est comme dans le Kundalini, au début, hein, c'est concentré au niveau du chakra, du périnée, etc. Ça monte vers la tréosphère, donc on parle de quelque chose de très matériel, de très physique. Et ce qui l'a fasciné, c'était les fleuves de l'Éden. Alors, quand vous lisez la Genèse, on fait jamais attention à ça. On dit 4 fleuves traversaient l'Éden. Il y a le Pishon, le Gihon, l'Édékel et l'Euphrate. Alors, c'est dit l'Euphrate, on peut dire, mais ça peut être les 3 autres fleuves. Donc, toujours, hein, dans l'interprétation, c'est des fleuves totalement inventés. D'autres ont dit, oui, non, c'est le fleuve qui passe en Antioche. Non, le 2e fleuve desquels c'est le Tigre. Non, le 3e fleuve, c'est l'Indus. Non, le 4e fleuve, c'est le Nil. Bon, ça cadre le Moyen-Orient, l'Éden était là, dans le milieu, bon, etc. Et elle a trouvé, puisqu'elle partait de l'idée que ce n'était pas un lieu géographique et pas un jardin, mais un corps humain, que les fleuves, c'était les liquides du corps humain. Donc le Pishon correspondrait au sang du corps humain et des menstrues pour le corps féminin. Bon, le Gihon correspondrait aux liquides qui détruisent les aliments et les déchets et que font l'évacuation par les selles. L'Édékel serait l'urine et l'Euphrate serait le sperme et les liqueurs utérines de la femme. Donc on avait une interprétation symbolique. Il semble qu'il y a beaucoup d'eau dans l'Éden. Il y a 4 fleuves, on ne sait pas à quoi ils servent, peut-être à cadrer le machin, on ne sait pas quoi. Et dans cette interprétation-là, puisque tout est lié à une mutation à partir du corps, il y a les liquides qui sont dans le corps. Et vous allez dire, mais c'est bien beau. Et on pose là la question à $100 000. Mais à quoi ça sert d'étudier ça et d'interpréter ça comme ça? Eh bien, le sang, c'est tous les liquides vitaux. Qu'est-ce que vous pouvez faire sans le sang? Qu'est-ce que la femme fait si elle n'a pas de règles? Qu'est-ce qu'on fait sans sperme? Qu'est-ce qu'on fait sans l'urine, etc. C'est des produits quasiment vitaux. Vitaux par ceux qui sont évacués,
Parce que si vous retenez les sels et les urines, ça ne va pas. Encore que les yogis hindous, quand ils n'ont plus rien à boire, boivent leur urine. Quand ils méditent là, en plein dans les montagnes, dans les rochers, ils sont sans manger pendant plusieurs jours, ils s'en passent, mais qu'ils ont soudain soif, ils boivent leur propre urine. Alors dedans, il y a des protéines, des sels d'ammoniac, des je ne sais pas quoi, on se sert de l'urine, même dans des expériences alchimiques, et tout le reste. Hein. Bon, alors je dis, pourquoi pas? Alors on se dit, bon, ben c'est très important ces produits, alors le sperme aussi, puisque ça crée la vie, etc. Donc le sang, je ne dis pas, toutes les religions sacralisent le sang, donc tout est très très important, mais question, 100 000 $ la deuxième, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait de ces produits dans la mesure où on les recueille? Eh bien, on les boit. Donc, on va faire un cocktail, si j'ose parler cette expression, un breuvage, un fameux breuvage magique, breuvage d'immortalité. Est-ce que ce serait une concentration de ce genre de choses avec des aromates, des machins, pour que ça passe au goût? Et donc, on boit le produit. Alors, vous voyez les rituels qu'il pouvait y avoir, ce que ça peut vous donner. Là, on est quand même dans une démarche spirituelle assez déviante pour aller jusqu'à faire des cocktails. Je ne dis pas que ce n'est pas déviant. Hein. Oui, bien sûr. Je dis qu'on rapporte de ce qu'il y a dans les livres de cette dame et on comprend au passage pourquoi c'est pas réédité, pourquoi ça n'a fait aucune publicité. Et cette dame, Duchesse de Pommard, est totalement inconnue, bien entendu. Hein. Elle va dire, bon, alors, comment on recueille les produits? Et en quelle quantité? Parce que si vous faites un rituel avec des adeptes pour faire cette consommation, comment vous faites? Alors on sait que Gilles de Rais, lui, sacrifiait des enfants sur un autel pour faire de la magie noire. Il fallait toujours amener des jeunes garçons qui l'égorgeaient, ils sacrifiaient. C'est épouvantable, forcément, c'est une horreur pour faire des rituels de magie. Bon, on se dit peut-être qu'on faisait des rituels de magie, là, en consommation, sans tuer personne. Enfin, bon. Et après, j'avais encore posé une question à 100 000 $ pour la troisième, mais ça sert à quoi d'ingurgiter ces choses? Eh bien, l'immortalité. Nous y sommes, le Graal. Étant donné que alors quand on dit le Graal, ben c'est une coupe avec du sang, vous comprenez, ça a un sens et ça doit être très très énergétique. Alors là, on avait une super énergie en gros. Et donc c'était l'immortalité. Ce breuvage d'immortalité, ce serait celui-là. Au lieu de dire, vous cherchez une décoction de je ne sais pas quelle plante, dans l'histoire de Gilgamesh, il est à la recherche de la plante d'immortalité. Dieu, jardin, empêchons l'homme de toucher à l'arbre de vie, parce qu'il va devenir éternel comme nous. C'est pas possible. On se dit, mais qu'est-ce que c'est l'arbre d'immortalité? Qu'est-ce que c'est plante d'immortalité? On dirait, bah, vous savez un breuvage d'immortalité, mais c'est plus de ça. Et à défaut de devenir immortel, parce qu'on n'a pas de preuve que ces gens de ce rituel devenait immortel, ce serait le rajeunissement. On chercherait le fameux secret d'éternelle jeunesse en disant les initiés au secret d'éternelle jeunesse, c'est la liqueur de jouvence. Cherchez pas loin, les liqueurs de jouvence, c'est ça. On ne dit pas que les gens ont cru cette dame et ont apprécié ce genre de choses. Alors, à ma connaissance, parce que comme vous ne trouvez pas de biographie et pas ses livres sur cette dame, vous dites, bon, est-ce qu'elle a toujours été en bonne santé jusqu'à la fin? Elle est morte à 65 ans. Et est-ce qu'elle paraissait 20 ans, 30 ans de moins de son âge? Alors là, bonne question. C'est pas sûr, parce que comme on n'a pas d'image, on n'a pas de photo, etc., parce qu'il faudrait quand même que ce soit appliqué, hein, si c'est vrai. Alors forcément, on voit bien la réaction. On va dire, si les femmes dans l'ésotérisme de cette époque-là, ça donne ça, c'est une horreur. Ça tient plus de la magie noire, au moins des rituels à magie sexuelle, bon, que d'autres choses, quoi. Maintenant, il peut y avoir dans les rituels des choses de ce genre, puisque dans le yoga de la Kundalini, on fait bien les pratiques sexuelles pour éveiller la Kundalini. Là, vous prenez un breuvage avec des choses dont j'ai parlé. Bon, c'est un petit peu particulier quand même. Mais c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, puisque le fameux Aleister Crowley, qui a fondé la Golden Dawn, eh bien, aurait lu cette madame. Et lui, presque tous ses rituels sont un caractère de magie sexuelle. Ce qui fait qu'il a été très dénigré aussi, parce qu'il a dit, écoutez, vos rituels ne sont pas très, très sains non plus. Donc, bon, il y a eu des ramifications à droite, à gauche. Il y a sûrement des adeptes qui ont essayé de faire quelque chose. Alors, vu le niveau de la chose, forcément que ce n'est pas diffusé.
c'est pas connu. Et donc, quand on a interrogé Churchill sur Aleister Crowley, qui était une célébrité à l'époque, là, qui était connu publiquement, qui se faisait appeler la Grande Bête, 666, c'est pour le faire, Churchill a dit « c'est l'homme le plus abominable qui ait jamais existé sur Terre ». Winston Churchill devait avoir des échos de quoi il se passait dans son groupe. Alors, on ose imaginer le reste, hein. Imaginer la Sainte Seine avec le Christ et les apôtres, en fonction de cette théorie de cette Madame Duchesse de Pommard. On ose imaginer. Bon. Ah oui. Alors voilà, on en est là. Donc, alors là, c'est un petit peu forcément dévié comme liaison de la femme dans l'ésotérisme, mais bon, on pouvait aboutir à quelque chose de ce genre-là. Comme quoi, bon... Oui, mais on se rend compte que... on savait qu'il y a des hommes dans l'ésotérisme qui ont eu des pratiques... Tout à l'heure, j'ai utilisé le terme déviant, je ne sais pas si c'est le plus adapté, mais... Déviance, c'est toujours pareil. Déviance par rapport à quoi? Exactement. Quel serait le ton officiel de ce qui doit être obligatoirement fait et qui est pur par rapport à qui a trouvé un truc pour faire telle chose? Vous allez dire qu'on n'y est pas. Hein. L'important, c'est le résultat. Si ça a donné du résultat, oui, si les personnes ont été dans je ne sais trop quelle transcendance, ont modifié je ne sais pas quoi, ont atteint les fameux plans supérieurs de l'esprit qu'ils prétendent avoir par ce biais-là, plutôt que par la méditation ou par autre chose, on ne sait jamais. Hein. Mais en tout cas, on se rend compte que des femmes ont pu aller aussi loin que certains hommes dans ces pratiques-là. Oui, et être des précurseurs dans des nouvelles formes d'initiation et de pratiques. Oui, dis donc, bon, ça prouvait bien que certaines cherchaient, que certaines adhéraient des trucs, certaines faisaient des pratiques, parce que d'autres entraient dans la théorie et d'autres faisaient des pratiques, et recherchaient vraiment des choses totalement incongrues. Alors, est-ce que c'est une forme de tantrisme? Parce que la fameuse Elena Blavatsky, en allant au Tibet, comme il y a un bouddhisme tantrique tibétain, a ramené des manuscrits, des thèses, et puis en plus de la doctrine officielle qu'elle raconte dans le voile d'Isis, bon, bah, pas trop quoi qu'est-ce, mais c'est possible. Ou alors des trucs de gnostiques, c'est-à-dire les fameux gnostiques des cultes de serpents, dont on a déjà parlé, qui avaient des rituels sexuels. Est-ce que, dans le cours de l'histoire, ça aurait continué ultra secrètement, ultra clandestinement, mais aurait continué? Les fameuses mœurs au Moyen-Âge de machin, de trucs moches, est-ce qu'ils n'ont pas eu accès à des manuscrits X, Y, Z, bien avant qu'on découvre les bibliothèques gnostiques à Nag Hammadi en Égypte, mais que peut-être certains parchemins, certains extraits circulaient déjà, quoi. Donc on a... Puis il y en a qui font des recherches personnelles, peut-être. Hein, donc on en est là. Donc c'était une très très grande curiosité comme chose. Alors venant, puisqu'on est dans le chapitre des femmes, venant de la part d'une dame qui avait des idées comme ça et comment cette tendance-là, pour l'époque, c'est absolument original. Hein. Bon, c'est pas la première fois que ça arrive. Hein. Il y avait une comtesse hongroise au XVIe siècle qui attribuait au fait que son mari les larguait pour une plus jeune, au fait qu'elle soit plus vieille, et que ce qui était bon, c'était justement l'éternelle jeunesse. Donc il fallait qu'elle trouve le secret de l'éternelle jeunesse. L'éternelle jeunesse, pareil, c'était de se tremper dans le sang des victimes. Donc on se mettait dans une fosse avec une grille au-dessus, on égorgeait des jeunes filles au-dessus de cette fosse, le sang se répandait, et le saisissement qu'il faisait par le répandage de sang sur elle la mettait dans un état second, transcendant, et elle pensait, en s'en barbouillant tout le temps, rajeunir. Bon, à la longue, comme il y avait un peu trop de jeunes filles qui disparaissaient dans le coin, il y avait une enquête de police, elle était arrêtée, murée, elle était complètement enfermée dans une pièce, définitivement pour... On en est là, donc l'idée de toujours faire une relation entre le sang et la jeunesse et la vie, l'excitation, etc., ça a un sens. Bon, étant donné qu'il y a beaucoup de rituels à base de sang, même dans le christianisme, par rapport à l'ésotérisme. Le sang du Christ, symbolisé par le vin, ça a quand même un sens. Alors, quand on arrive aujourd'hui, quand on arrive au XXe siècle, en gros, comment ça va évoluer? Alors, qu'est-ce qui est le fléau? Le fléau d'aujourd'hui, bon, moi, c'est la société patriarcale. Puisque si on constate que notre société ne fonctionne pas bien, et tout plein de fléaux, et que c'est les hommes qui la dominent et non pas les femmes, bon, on a bien le résultat, avec les guerres, la violence, les crimes. Bon, ça ne veut pas dire que la femme ne commet pas de crimes.
qu'elles ne seraient pas capables de faire de guerre si elles étaient au pouvoir. Mais en gros, la société est quasiment, surtout dans le tiers-monde, totalement patriarcale, puis on a le résultat qu'on a. Bon, la nuisance à la nature, comme la nature est femme, on peut dire aussi que c'est une dégradation masculine qui n'hésite pas à couper des forêts, à passer au bulldozer un champ de fleurs pour construire un parking. Voilà, l'homme dégrade tout, et surtout tout ce qui est féminin, patati patata. Donc si ça change, si cette société s'écroule, puisqu'on a mis fin à une société patriarcale, qu'est-ce qu'il y a après? Est-ce qu'on recontinue le patriarcat puisqu'il a donné ce qu'il a donné, c'est-à-dire la violence, les guerres, etc. Depuis la fin des déesses mères, hein. On a vu, culte de la déesse mère, c'est du temps de l'ère du cancer, donc c'est 6000 à 8000 avant Jésus-Christ, c'est l'empire de la lune, et puis après l'ère du taureau, c'est 2000, 4000. Bon, c'est les cultes de la fécondité du taureau, les vaches sacrées et tout ce qui s'ensuit. Et puis après, on passe à l'ère du bélier. Alors, c'est quasiment les sociétés guerrières gréco-romaines, machin. L'ère du poisson, c'est le christianisme pour notre région. Et alors, on va finir les poissons et le verso. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un retour à l'androgynat, un patriarcat amélioré, je ne sais pas quoi. Bon, on pense qu'on reviendrait au matriarcat. Parce qu'en gros, il y aurait eu un matriarcat, un renversement du matriarcat par les guerriers, donc un patriarcat. Comme ça n'a rien donné et que tout le monde ne peut plus supporter la société présente, un nouveau matriarcat, qui serait un peu différent. C'est-à-dire qu'on ne va pas revenir au culte des déesses mères. Il y aurait une nouvelle mouture de déesses vierges, une nouvelle religion pour l'ère du Verseau. Bon. Et puis tant qu'à faire, puisque tous les fléaux, les guerres, toutes les difficultés, toutes les souffrances des hommes et des femmes, d'ailleurs, ça vient de mésentente entre l'homme et la femme, c'est-à-dire de la guerre des contraires, c'est-à-dire un pôle féminin contre un pôle masculin, ou l'inverse, qui domine. On est maître, c'est nous les hommes qui dominons, vous avez qu'à vous taire, puis si la femme prenait le pouvoir, c'est pareil, les hommes on les liquide, on n'en a pas besoin, on fait ceci, on vit entre femmes, vous excluez toujours une polarité. Moi, j'en reviens toujours à ça, hein. C'était le thème de la première conférence, c'est dire, au départ, l'espèce humaine était créée androgyne, hein. Dieu créa l'homme à son image, homme et femme, et il les créera, mâles et femelles, il les créera, etc. Donc c'était androgyne, après divisé en deux sexes, en Adam et Ève, etc. Donc on a deux polarités, mais qu'on peut réunir. Voilà, en gros, la créature première ou la divinité sera androgyne puisqu'elle contient en elle-même les contraires. Donc après, ça se divise, ça se multiplie, on est dans le multiple par rapport à l'unité, mais quand on vient à l'unité, c'est androgyne obligatoirement. Donc on est dans la thèse alchimique, coincidentia oppositorum, réunir les contraires. Et non pas les faire jouer à la guerre l'un contre l'autre tout le temps. C'est de ça dont on se rend malade, dont on s'épuise tous les jours. Alors c'est bien beau, vous allez dire, bon, imaginez un matriarcat, nouvelle formule, un androgyna reconstitué, l'harmonie, pôle féminin, alors le yin-yang en harmonie complète, c'est bien beau, mais qu'est-ce qui prouve qu'on va aller dans ce sens-là? Alors il y a plein d'ingrédients qui font qu'on va aller dans ce sens-là. Bon, déjà, dans certaines thèses ésotériques, hein, on dit que comme il y a eu une période de Dieu le Père, de la loi et du patriarcat typique, c'est Dieu le Père, c'est l'Ancien Testament. Ça a été suivi de Dieu le Fils, une religion d'amour. Pourquoi il n'y aurait pas le troisième pôle de la Trinité, le Saint-Esprit? En gros, l'ère du Saint-Esprit succéderait à l'ère du Fils, à l'ère du Père. Le Saint-Esprit, ça change quoi? Le Saint-Esprit en théologie est considéré comme de polarité féminine. C'est-à-dire qu'on disait aux théologiens, c'est bien beau, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais vous avez du masculin là-dedans. Ils disaient que la polarité, c'était le Saint-Esprit. Et dans les écrits évangiles apocryphes, le Christ dit quelque part, ma mère, le Saint-Esprit. Donc, on se dit, il y a une tendance. Après, vous avez d'autres tendances, comme par exemple le fait que toutes les apparitions au 19e et 20e siècle sont des apparitions de la Vierge. C'est-à-dire, vous avez Lourdes, vous avez la Salette, vous avez Pontmain, vous avez Fatima, vous avez Garambadal, vous avez je ne sais pas quoi, Quito au Japon. C'est la Vierge qui apparaît. On se dit, mais alors, Jésus-Christ et Saint Paul, jamais eu Saint Paul apparaît. Bon, on se dit, la Vierge se manifeste à la fin de l'ère du Poisson pour peut-être préparer
j'allais dire, son avènement. Alors bon, on se dit, ben, c'est très bien tout ça, pourquoi pas. On a vu que l'Église avait eu un mal fou à réduire, comment dire, la femme dans la religion. On a eu beau laisser 4 ou 6 lignes sur Marie dans les évangiles, 3 lignes sur Marie-Madeleine. Le culte de Marie-Madeleine est florissant, on en parle tout le temps. La Vierge Marie, ben, elle est sanctuaire un petit peu partout. On voit bien quand il y a eu l'incendie à Notre-Dame, que même des gens qui croyaient en rien étaient très choqués de l'incendie de Notre-Dame. Il n'y a pas que les enfants de Marie qui vont mettre un cierge tous les jours, qui ont dit, mon Dieu, la cathédrale a brûlé, le touriste japonais est complètement écœuré. Donc, bon, on voit bien qu'il y a un sens, et en même temps, bon, comme c'est quelque chose de féminin, c'est le retour au féminin. C'est pas parce que c'est la Vierge, je dis oui, mais c'est la lune, c'est l'eau, c'est la terre, c'est la nature. Bon, et la femme a des qualités d'intuition, de sensibilité, de médiumnité, de fraternité, d'aide et de soin, de guérison. Toutes les qualités féminines, c'est tout ce qui manque. Vite, mettez en application tous ces pouvoirs-là. Il faut bien donner le pouvoir à la femme. Parce que si ça reste incognito, des petits niveaux, bon, etc. Alors la fameuse ère du Verseau. On dit, mais c'est bien beau, mais s'il y a ça dans l'ère du Verseau, et votre ère du Verseau, elle n'est pas très féminine. Si on prend le classique astrologique, hein, c'est-à-dire qu'on va dire l'ère du Verseau en astrologie, les maîtres sont Uranus et Saturne. On peut dire que c'est très, très féminin. Mais quand on a les caractéristiques du signe, une grande partie est féminine. Hein, c'est-à-dire qu'on a la fraternité, la convivialité, l'altruisme, l'amitié, le magnétisme, etc. La sagesse, en gros, comment dire, la tolérance, la transcendance. Voilà. Normalement, c'est donné par Uranus, mais on voit bien que les qualités sont plus ou moins féminines. En gros, la Vierge du Verseau, ce ne serait pas une vierge comme les vierges précédentes, elle est un petit peu plus dans l'aérien, dans les ondes. On voit bien d'ailleurs le signe du Verseau, son sigle. Hein, c'est deux vagues, l'une au-dessus de l'autre, avec trois pointes. Donc vous avez les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, l'eau matérielle, le liquide, les ondes dans l'espace. On voit bien qu'on est dans un contexte magnétique et de relations matérielles, spirituelles. Et le plus sensationnel, c'est quoi ? Eh bien, vous allez dire comment c'est conciliable des idées de ce genre avec l'attente d'un nouveau Messie, d'un nouveau Sauveur pour instaurer la nouvelle ère, liquider d'ailleurs celle-ci, comme on raconte dans l'Apocalypse. D'ailleurs, dans l'Apocalypse, on parle aussi de la Vierge. Parce que dans le chapitre 12, on dit une Vierge habillée de soleil, avec une couronne de 12 étoiles sur la terre, piétinant le serpent, etc. Et enceinte, on s'est dit, elle met au monde l'ère nouvelle, c'est la Vierge nouvelle. Du Verseau, persécuté bien entendu par l'Antéchrist, ça va de soi, etc., etc. Donc ça serait en gros l'image de l'ère nouvelle. Bon, d'ailleurs, vous retrouvez cette couronne d'étoiles dans le drapeau européen. C'est ce que je pensais. C'est une usurpation parce qu'une couronne de 12 étoiles sur un fond bleu, en gros, ça ressemble au chapitre 12 de l'Apocalypse, qui ressemble un peu aussi à l'apparition, encore une apparition mariale rue du Bac à Paris en 1830, et si vous voyez la statue de la Vierge qui est dans la chapelle de la rue du Bac, eh bien c'est une Vierge avec une couronne de 12 étoiles sur un fond bleu étoilé. Donc vous vous dites, tiens, il y a des rapports. Alors à l'Europe, c'est peut-être pas indiqué, parce qu'on ne peut pas dire que l'application européenne de l'utilisation de ces symboles était une sacrée réussite. Non, c'est un peu aux antipodes même de... On dit aussi, on ne va pas parler de l'Europe aujourd'hui, si ça a raté, c'est parce que c'était pas spirituel, mais beaucoup trop économique et financier. Mais ça, tout le monde s'en est aperçu, d'où la catastrophe. On explique comme ça que ce soit une catastrophe. C'est-à-dire que vous n'avez pas eu les idées et la pensée en rapport avec le matériel. Vous avez fait que du matériel pour construire l'Europe, vous êtes planté complètement, vous pouvez utiliser n'importe quel drapeau que vous voulez. Donc on aurait l'image d'une Vierge comme ça, et puis le Sauveur, alors bon, pour certains milieux catholiques, c'est le retour du Christ. Alors comment on peut concilier le deuxième événement, ce qu'on appelle le deuxième événement, le Christ ressuscité, ben, la fin des temps revient, et bien sûr, l'imminent Christ, etc., et la Vierge nouvelle. Eh bien, en fait, il y a une explication, alors on peut la prendre au sérieux ou pas, hein. Mais l'idée, c'est comme le Christ qui est Dieu, a en lui les deux polarités,
Une fois, il s'incarne, il se montre sur Terre dans un corps masculin, et la prochaine fois dans un corps féminin. Le prochain Christ sera une femme. Donc le prochain Christ serait féminin dans au moins son apparence physique. À l'intérieur, c'est toujours le même, c'est l'entité christique, c'est la puissance cosmique, peu importe comment on pourrait appeler le phénomène de Christ, mais comme il a toutes les polarités, et au moins deux, une fois j'apparais en tant qu'homme, parce que le contexte de la société fait que j'apparais autant de femmes, je n'ai même pas le temps de prêcher, je suis déjà crucifié, mais qu'aujourd'hui, vu le contexte, et vu ce qui s'annonce, et vu qu'on reviendrait à une société qui quand même éliminerait les aspects les plus obtus du patriarcat, ce serait bien que le nouveau Messie soit féminin. Par contre, on en est là. Bon, on peut se dire, on va bien voir dans les années qui viennent. Hein, voilà, donc on en est là. Donc on finit là-dessus pour l'événement. Alors peut-être qu'on poserait encore une question. Mais alors comment ça se fait que ça ne va pas plus vite? Comment ça se fait que toutes ces femmes qui militent dans tous les domaines eh bien, ne font pas progresser les choses dans le nouveau sens? Ben c'est très simple, hein, c'est que c'est trop dispersé. C'est-à-dire une belle madame va militer pour les droits de l'homme, une madame va faire du militantisme politique, une va faire de l'écologie, une va être lanceuse d'alerte et va dénoncer, je sais pas, les pesticides, les choses, une autre va protéger les animaux, une autre va demander l'évolution des droits en matière de travail. Mais alors quand tout le monde se réunit, c'est-à-dire quand tout va dans le même sens, alors il faudrait une super égérie, une sorte de Jeanne d'Arc, une sorte de... Pour faire le trait d'union entre toutes ces en gros, il faut une force de cohésion qui rassemble tout le monde et qui fait le fer de lance. Donc on n'a pas encore trouvé ça, sinon ça existerait, sinon la dame, comme notre le dirait. Puis pourquoi c'est obligatoirement une dame et pas un homme? Parce que si c'est un homme et qu'il gagne, qui transforme la société, qui fait de nouvelles sociétés, le grand chef, je sais pas, mondial, etc., on va dire il va faire du patriarcat. Il va dire que c'est un sujet masculin, que son entourage sera masculin, ses ministres sont masculins, ses généraux sont masculins. Ça va recommencer. Alors, les hommes devraient être un petit peu en retrait, tout en regardant bien ce qui se passe, parce que s'ils ne participent pas, ben, vous n'avez encore qu'une polarité. Mais en gros, il faut que ce soit mené par les femmes. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? De dire, dépêchez-vous. Mesdames, c'est à vous de jouer. Ouais, mesdames, c'est à vous de jouer. Vous avez toutes les possibilités, parce que là, maintenant, on sent que ça évolue, que ça bouge dans beaucoup de créneaux. Hein. Donc, il y a un mouvement. Hein. Donc, alors, bon. Alors, les hommes, est-ce qu'ils sont pour ou contre? Les machos, les misos sont toujours totalement contre. On ne pourra rien faire pour eux. Mais les dames dont on a parlé tout à l'heure des mouvements féministes extrêmes ne pensent pas à la participation des hommes. Parce que si un mouvement de ce genre était lancé, il y aurait quand même 2/3 des hommes qui suivraient le mouvement, qui sont pro-féministes, mais qui trouvaient très bien que, par exemple, chez nous, une femme soit présidente. Je ne sais pas que, bon, en Chine, ça risque pas, mais pourquoi pas qu'à l'ONU, secrétaire général soit une femme. Dire ben là, ça changerait. Peut-être si c'était vraiment général. Et là, je suis sûr, moi, qu'il y a parmi les hommes des soutiens considérables à la cause féminine. Tout le monde n'est pas anti-féministe. Merci Guillaume. Donc, bon, ça peut aller dans ce sens. En tout cas, c'est un petit peu, à mon point de vue, la tendance, quoi. Non, en fonction de ce qui se passe politiquement, et puis même ésotériquement, là, parce qu'on voit bien que c'est un petit peu, comment dire, l'orientation. Hein. Donc, bon. Certains diront aussi, oui, mais alors votre fin vers des poissons, là, ça s'appelle le Kali Yuga, alors c'est une catastrophe. Ah oui, forcément, une ère qui finit, c'est toujours une catastrophe. Et en plus, l'ère finale, le fameux âge de fer, eh bien, porte le nom d'une déesse hindoue, comme par hasard. Et c'est une déesse vierge mère. C'est la vierge de commencement, la vierge finale, c'est la déesse Kali. Elle dit, mais c'est pas possible, mais si. Bon, elle est négative chez nous, hein, parce qu'on dit, elle est noire, elle a un collier de crâne, elle a des Kali fait un peu peur. Mais en Inde, c'est la déesse du commencement et de la fin, des origines de la matrice première, la liquidation finale du cycle. Hein. Et ça se voit, on ne va pas rentrer dans l'hindouisme aujourd'hui parce qu'on va prendre 2 heures de conférence, mais un collier de 51 crânes, quand vous avez un collier de 51 crânes autour de la déesse Kali, pourquoi 51? Eh bien parce que c'est le nombre de lettres de l'alphabet sanskrit.
Et quand vous dites dans l'alphabet sanskrit, ben, je suis de la première lettre à la dernière, je fais 51 lettres, j'ai 51 crânes, je fais un cycle complet, je suis au commencement, je suis à la fin. Je suis déesse du commencement, déesse de la fin. Et je liquide le cycle. À se dire, mais alors pourquoi calibre la déesse de l'amour? Parce que le cycle est tellement mauvais qu'il faut qu'il soit liquidé. Avec quelqu'un d'énergie qui ne rêvasse pas, qui ne chante pas de la poésie, qui est vraiment radical. Bon, c'est pour ça que ça a un sens aussi. Hein. Et bien, ça rejoint le Christ qui dit, je suis l'alpha et l'oméga, première lettre et dernière lettre de l'alphabet grec. Je suis le commencement et la fin. Je boucle un cycle et je finis un cycle. Et nous, on finit le cycle des conférences dans l'ésotérisme. C'est ceci. Très jolie fin, Michel. Bon, en tout cas, un dernier épisode de cette série de cours qui nous donne quand même de l'espoir. Hein, on finit sur une note positive. Genre, encore une fois, mesdames, c'est à vous de jouer. Je crois que Michel, tu t'associeras à moi pour dédier ce cours à toutes ces dames. Oui, bien sûr. En espérant qu'il y aura plein d'hommes qui vont regarder. Encore une fois, oui, mais on a bien compris que le principe d'unité ne pouvait pas se passer ni du masculin ni du féminin. Ah, c'est toujours pareil, il faut reconstituer l'androgyne, donc il faut harmoniser les deux pôles. Donc il y a en fait aucune autre solution. Harmonisons les amis. Michel, un grand merci pour les 5 cours que tu nous as proposés sur Nurea, pour tout ce que tu nous as appris au cours de ces 5 séances. Merci pour ce cours-là en particulier. Et puis bah, écoute, on espère te revoir très bientôt et on te souhaite une très bonne continuation. Merci Michel. Merci. Au revoir à tous les Nuréens, Nuréennes et merci beaucoup de votre écoute. À plus. Au revoir Michel. Au revoir. Les amis, un grand merci à vous, en tout cas, d'avoir suivi ces 5 cours. J'imagine que si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous avez suivi les 4 premiers et celui-ci dans son intégrité. Donc, merci infiniment pour votre inscription. J'espère que vous aurez appris énormément de choses à nos côtés. Encore une fois, un grand merci à Michel. Pour ce qui vous concerne, les amis, merci et prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas, gardez les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. À très bientôt. Au revoir.